Voilà, on ne monopolise pas le micro, s'il vous plaît. On est cool, on est fair play, c'est Noël, c'est le partage. Voilà. Oh bordel. Ah, Thierry, il en peut plus là. Ah bah si tu me balances les valeurs de Noël toutes les 3 minutes, je vais finir à me casser. Hein. Bonjour les petits enfants et bienvenue dans Certains l'aiment au chaud, l'émission qui déballe les films au pied du sapin. Bonjour Thierry, as-tu été sage cette année ? Je vous jure, je me sens absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Je ne fais pas partie des coulisses de l'écriture de cette émission. Mais oui, j'ai... Ah bah très bien, d'accord, tu l'as voulu. Ah oui, Papa Noël, j'ai été vraiment très sage. Je le ferai pas 2 fois. Bon, il a l'air un peu ronchon, mais sachez que cet individu a enregistré quand même 24 pastilles d'un calendrier de l'Avent que vous écoutez sûrement en ce moment. Enfin, que vous avez écouté peut-être avant ou après cet épisode. Donc, voilà. En fait, c'est un faux grincheux, c'est un faux Grinch. Ça va, Thierry ? Ça va. Bon, Thierry, t'es super content aujourd'hui puisqu'on a pris un super thème, un très beau thème. Je sais pas qui l'a choisi, mais c'est vraiment un thème de saison et de qualité. Parce que c'est décembre et cette personne responsable a choisi Noël. Et c'est vachement... ça tombe super bien quand même. Je tiens à préciser que juste avant l'émission, tu nous as dit qu'il fallait être absolument fluide dans nos prises de micro. Là, tu es en train d'en dégager du fluide, vu comment tu es vraiment en train de te palucher sur toi-même. Alors, par contre, je salue, tu es très corporate, j'avais pas demandé autant d'implication, mais alors on voit pas sur le podcast, t'es déguisé en reine avec les bois et le nez rouge, c'est vachement super cool. Tu m'as dit de ressembler aux reines bourrées dans des films, moi j'ai pris mon jeu au sérieux. Hein. C'est ça. Alors pour compléter le tableau, parce que moi je suis déguisé en Père Noël, on a Thierry en reine Rudolph, avec nous les petits lutins de la critique ce soir. Dans sa crèche, elle a remplacé les rois mages par les reines sorcières. C'est Éléonore. Salut Éléonore. Salut. Elle adore Noël parce que chaque fois ça veut dire un nouvel épisode spécial de Doctor Who. Salut Yassa. Salut. On n'a pas vanné sur ton rire aujourd'hui, t'as vu ? Tu l'as pas vu venir celle-là. En plus tu vas la vexer parce que c'est un épisode du Nouvel An. Ouais, mais t'as vanné sur Doctor Who, donc ça va, c'est presque pareil. Hein. Le challenge, ça va être de pas faire de recours sur un épisode spécial de Noël de Doctor Who, du coup. C'est le bingo de Yassa, quoi. Désolé de vous décevoir, du coup. T'as une heure pour changer. Trop prévisible. Dans l'épisode sur les films expérimentaux, il se sentait comme à Noël. Autant vous dire que le poser devant des films de Noël, c'est plutôt expérimental pour lui. C'est Ellie. Salut. Dans l'émission, il incarne la candeur, l'innocence. C'est un peu l'ange bouclé de claque. C'est Marwan. Salut. Dis-moi que je me suis pas trompé, t'es vraiment innocent. C'est pas... C'est le but d'un démon de faire semblant d'être innocent. Mais non, je suis gentil. C'est ça. Je suis sûr que c'est le plus pervers d'entre tous. Il fait semblant et je suis sûr que c'est une façade. Alors ça, t'inquiète pas, tu verrais ce qu'il envoie en MP. Enfin, elle, si elle n'est pas sage, le père Fouettard lui remplacera ses cadeaux par un DVD de Tarantino. C'est Hera. Salut Hera. Salut. Et enfin, une émission... sans inviter, c'est pas une émission, hein, c'est un peu un Noël sans cadeau, un Noël sans sapin. Un seul Grinch comme Thierry ne nous suffisait pas, il nous en fallait une deuxième. Les films de Noël, c'est un peu des films de genre, il nous fallait une spécialiste des films de genre également. C'est un certain genre, hein, voilà. Oh oui, avec nous, on reçoit ce soir Jessica de Bon Chic Bon Genre. Salut. Salut. J'adore cette présentation, elle est parfaite. Voilà, tu vas voir, tu mets-toi bien à l'aise, les pieds dans les chaussons, voilà, tout va bien. On se fait du lait de poule et on va commencer l'émission. Là, on est entre le mois de novembre et le mois de décembre, même on est en décembre au moment où on enregistre d'ailleurs. Tous les ans, c'est pareil, à la même période, on voit débarquer des cargaisons de production de Noël. Hein, Noël en famille, Père Noël en folie, un date pour Noël, un amour à Noël, Noël pour l'amour, Noël à la plage, Noël fait du ski, Noël et gendarmettes, Noël à Noël, bon bref. Le safari pour Noël l'année dernière. Safari le safari pour Noël.
Ouais, safari pour Noël, Noël en safari, un Tahiti à Noël, Tahiti pour Noël, Noël à Tahiti, tout ce que vous voulez, toutes les variantes. Compilation Noël ma mère aussi. C'est ça. Alors pour faire le choix... Oui, il y a aussi les albums de Noël aussi, attends, c'est important ça. Donc pour faire le choix dans cette pléthore de titres, on a demandé de l'aide à une spécialiste pour dégager un peu le terrain. Donc parmi les sorties récentes, on a demandé à Margot de On se fait un ciné. Ah non. Si, c'était ah non, mais attends, ce qu'il faut savoir, non, parce que, non, mais vraiment, non, parce que, attends, moi, je la corrige, en plus, hein. Donc, moi, je me tape ses écrits sur Noël, où elle me fait des compilations énormes déjà par écrit. Il faut en plus qu'on l'entende. C'est ça. Elle nous a envoyé une carte de vœux audio, de Noël, avec sa sélection dans les sorties de 2020. On est en décembre 2020. On écoute ça. Qui dit période de Noël dit film de Noël sur Netflix, et si vous n'avez pas envie de tous les voir, ce qui est compréhensible, voilà un petit guide pour vous y retrouver. Et c'est Holiday qui a lancé les festivités. Le film de John Whitesell avec Luc Bracey et Emma Roberts nous raconte l'arrangement fait entre Sloane et Jackson, deux célibataires qui en ont marre de passer les fêtes soit seuls, soit avec une personne par défaut afin d'éviter les incessantes remarques des proches. Désormais, ils s'accompagneront mutuellement à chaque événement de la Saint-Valentin, en passant par l'anniversaire du neveu. Et comme vous pouvez vous en douter, ils ne vont pas rester simples amis bien longtemps. On aime ces personnages car on s'est déjà tous retrouvés dans cette situation où tout le monde vous demande quand vous allez vous caser et c'est absolument insupportable. Contre, c'est très mal joué. Direction les tropiques avec un Noël tombé du ciel de Martin Wood. Kat Graham joue le rôle d'une assistante parlementaire envoyée la veille de Noël sur une base aérienne en vue de sa fermeture. De son côté, le capitaine de la base, joué par Alexander Ludwig, continue sa mission principale, préparer les colis de denrées et de cadeaux pour les habitants des différentes îles. Pour un Noël au soleil, c'est loin d'être désagréable. Contre, c'est toujours aussi mal joué en fait. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un film de Noël ? Peut-être une comédie musicale de Noël. Pourtant, Jingle Jangle, un Noël enchanté, est probablement la plus jolie surprise de cette fin d'année. Un casting exclusivement afro-américain, Forest Whitaker, Keegan-Michael Kay, Annika Noni Rose, mais aussi des producteurs comme le musicien John Legend, qui a également fait les musiques pour un film qui raconte la vie de Jeronicus Jangle, inventeur de renom qui a perdu toute sa gloire après que son assistant l'ait trahi. C'est finalement l'arrivée de sa petite fille qui va l'aider à retrouver toute sa magie. Alors là, il n'y a que des pour, l'esprit de Noël qui suinte de partout, que ce soit dans les décors ou les costumes qui sont minutieusement créés pour l'occasion, les chansons terriblement entêtantes et efficaces, une générosité dans les personnages pour un film en fait qui a tout compris au code des films de Noël. Il y a 2 ans, La Princesse de Chicago avait été un franc succès. Alors évidemment, il fallait s'attendre à une suite. On retrouve nos sosies Stacy et Margaret alors que cette dernière va bientôt monter sur le trône et que sa relation avec Kevin, le meilleur ami de Stacy, va mal. Et comme dit le dicton jamais 203, la cousine de Margaret débarque pour foutre le bordel. C'est très drôle de voir Vanessa Hudgens endosser 3 rôles. Contre, la redite est là, rien de bien original, et l'impression que l'idée de ces 3 sosies n'a pas été poussée jusqu'au bout, ce qui est dommage. Et on termine cette sélection avec les Chroniques de Noël 2 de Chris Columbus. Le premier opus avait été une excellente surprise à l'époque et notamment grâce à un Kurt Russell absolument génial en Père Noël. Malheureusement, cette suite a bien du mal à égaler son prédécesseur, la faute à l'effet de surprise passé et une aventure qui se concentre plus sur des gamins que sur le Père Noël. Dommage, car en fait ce sont les scènes avec Kurt Russell et Darby Kemp qui jouent la Mère Noël qui sont les meilleures. J'espère vous avoir donné envie, ou non, de voir certains de ces films. Quant à moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout faites attention à vous. Merci Margot, prends soin de toi aussi. Oui. Bon, ça, le son accroche un peu malgré le téléphone, mais ça allait. Ça allait. Alors moi, je retiens surtout, je sais pas vous, mais Noël tombé du ciel avec 4 grammes. Je pense que c'est le taux auquel il faut le regarder. Je sais pas. C'est fou parce qu'elle a quand même pris le temps de regarder tous ces films, d'en trouver des points positifs. Moi, tu vois, j'ai juste fait, comme tout le monde, j'imagine, j'espère, j'ai juste regardé les bandes annonces et j'ai fait non, nul, non, non, non. Et je les ai vus, ces films, du coup. 2 minutes chacun, ça suffit. J'ai regardé les bandes annonces et je les ai quand même vus, les films. Est-ce que t'es grincheux? T'es grincheux. Oh, on avait vu le premier, les Chroniques de Noël avec Kurt Russell. On a tellement pas aimé qu'on a même pas enregistré dessus pour le commenter, pour vous alors dire. On s'était quand même retrouvé à la maison juste pour ça. Hein. Donc voilà. Bon, donc on s'est fait une soirée tous les deux à la maison, voilà. Bon, bref. Bon, c'est un peu trop classique tout ça pour les lutins de claques, n'est-ce pas? Bah oui. Ah ouais, non, on va prendre quelque chose qui colle plus à l'émission, quelque chose de plus sophistiqué, plus raffiné, hein, qui sort un peu plus qui sort des sentiers battus, tout simplement. On a sélectionné pour vous ce soir la course aux jouets.
Voilà, avec Schwarzy, le héros d'enfance de Thierry. Oui. Donc ça, c'est peut-être le film le plus classique de la soirée. Ensuite, Tokyo Godfather, les rois mages revus par l'as de l'animation Satoshi Kon. Et enfin, Père Noël Origine, le mythe du Père Noël revisité façon film de genre. Tout un programme. Et on commence tout de suite avec la Madeleine pour certains chroniqueurs de l'émission. Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Le trouver? Tu l'as acheté au moins. C'est le cauchemar de ce père. Je vais te l'acheter. C'est promis. Oh, rien de tel que d'attendre la dernière minute, dis donc. Surtout à la veille de Noël. Le Turboman est pour moi. Il n'y en a aucun. Ils espéraient trouver des Turbomans. Ah, ils sont marrants. Ça sent bon les années 90, hein. Oh mon Dieu du français. La course aux jouets, Jingle All the Way, film de Brian Levant. Alors le réalisateur notamment, juste avant, de Beethoven, franchement classique des films familiaux. Ah, il y a quelqu'un qui a quitté le Discord tellement outré. Rage quit. C'est Thierry. Thierry qui s'est barré, Beethoven il est parti. Oh merde. Ah, c'est magique. Finalement, il assume pas, en fait, il veut pas. Ouais, c'est ça. Et entre Beethoven et la course au jeu, il a fait la famille Pierre à Feu. C'est la magie de Noël, Thomas. Voilà, mais plus récemment, en 2010, il a réalisé Kung Fu Nanny avec Jackie Chan. En 2010. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien Max 2 White House Hero en 2017, voilà, avec un chien qui sauve la Maison Blanche, j'imagine. Peut-être qu'il gérait les affaires courantes à la place de Trump, peut-être, qui sait, je ne sais pas. Un auteur, exactement. Donc spécialiste des films. Le film garé d'américain. Voilà, film d'1h30 de 1996, on vous l'a dit, avec Schwarzenegger, hein, l'idole, la star, la superstar de l'époque. Et également Jack Lloyd, le petit garçon, le petit Anakin Skywalker, quelques années plus tard dans La Menace Fantôme, le fameux Star Wars. Un film avec des vraies valeurs de Noël, hein, puisque tous les petits garçons d'Amérique rêvent d'une figurine de Turboman pour Noël, à tel point qu'elles sont en rupture de stock. Mauvaise nouvelle pour Schwarzy, qui a promis une figurine à son fils. On est la veille de Noël, et il n'a toujours rien, et la terrible course contre la montre s'engage pour trouver un exemplaire du jouet et regagner l'estime de son fils. Un film à enjeu, un film d'action, un film d'émotion, et avec nous, Thierry, évidemment. Je veux mourir, putain, ça y est, ça marche. Vous en êtes tout là. Voilà, merci. Et je n'ai rien entendu, j'ai entendu le lancement de la bande-annonce et mon Discord a planté. Parce qu'en fait, on t'a vu déconnecté au moment où j'annonçais le pédigré du réalisateur qui avait réalisé juste avant Beethoven et la famille Pierre à Feu. Oh, la famille Pierre à Feu. Attends, le dernier rôle d'Elizabeth Taylor à l'écran, n'oubliez jamais, Cléopâtre a été la grand-mère alcoolique des Pierre à Feu. Et ça, tu vois, c'est important. Justement, alors toi, c'est une Madeleine de Proust, hein, c'est ton enfance, Schwarzy, et notamment, surtout, la course aux jouets. C'est pas du tout une Madeleine de Proust. Schwarzy, oui, hein, parce que j'ai grandi avec pas mal de trucs. J'aimais beaucoup l'effaceur, d'ailleurs, je tiens à le dire, et je ne le dirai pas 2 fois. Mais non, mais la course aux jouets, pas du tout. Je l'avais vu une fois quand j'étais petit, et j'étais très curieux de le revoir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai proposé. Est-ce que tu assumes ? Oui, j'assume dans le sens où c'est ce qu'on se disait avec Hera, c'est ni plus ni moins qu'un film de Noël assez classique au final qui va, on va dire, cocher les cases de plein de trucs. Peut-être que le genre a été surligné encore plus derrière, ça ressemble aussi à Maman j'ai raté l'avion, ça ressemble à tous ces trucs-là où ça va cocher tous les poncifs. Mais en fait, quand je l'ai revu, j'ai tellement été déçu pour plein de raisons parce que pendant la première heure, j'ai vraiment cru que c'était un film qui allait dynamiter l'esprit de Noël parce qu'on a quand même c'est quand même l'histoire de papas qui sont prêts à se défoncer la gueule les uns les autres pour pouvoir offrir un cadeau à leur bambin en mode on s'en fout royalement de l'esprit de Noël, de l'entraide, de la gentillesse, qui compte c'est d'écraser l'autre pour choper le cadeau quoi. Donc j'étais là putain, c'est cool, ça critique un peu. Puis bon, finalement on raccroche avec des gros wagons tout le bon esprit du truc de manière bien sale, et je vais pas parler de tout le contenu du film parce qu'on va en venir derrière parce qu'il y a des trucs absolument affreux qui sont certes très années 90 mais qui devaient déjà être dépassés à l'époque parce que franchement il y a des trucs qui me dérangent. Mais sinon le voisin
Oh, pas que le voisin. Non, mais le voisin, on va y venir. Pas que le voisin. C'est plus l'image autour du voisin. J'en ai parlé à Yassa tout à l'heure. Mais ouais, non. En fait, au-delà de ça, au-delà de tous les trucs qui m'ont vraiment dérangé et sur lesquels on va sûrement revenir, mais qui font aussi partie d'une époque, j'ai trouvé que c'était un film popcorn vraiment prenant, vraiment bien foutu, dans le sens où je me suis pas ennuyé. Je trouve qu'il y a cette espèce de... On arrive quand même à nous faire limite un pseudo-film d'action avec une énorme star d'action qui fait la comédie, bon, qui en avait déjà fait à ce moment-là, en 96. Il a déjà fait Junior, Jumeaux, Un flic à la maternelle et tout ça. Mais ça se tient. Schwarzy est très drôle, même s'il en fout 3 tonnes partout et qu'il joue aussi mal que toujours. Ah oui. Mais je trouve ça assez plaisant, c'est fun. Voilà, si on retire plein mal de soucis et qu'on mettait un film sans prétention qui tourne tous autour de ça, je trouve pas ça pire qu'un autre. C'est oubliable, mais c'est pas le pire choix, et ça aurait pu être l'Alchimie de Noël, le pire choix. Pas d'action. Il tatane des Pères Noël. Non, c'est pour ça. Il y a une scène d'action dans le centre commercial. Ah ouais, attends. À rajouter sur la liste. Il y a une scène de jetpack aussi. Dans la scène de patate avec les Pères Noël, n'oubliez pas qu'il y a un truc, et Ellie m'a dit qu'il y avait une jurisprudence qui interdisait ça maintenant aujourd'hui. Il y a un lancer de nains en face cam. Et ça, oui. Oui, arrêt commune de Morsan-sur-Orge, 1995. Ah, le fameux. Il y en a qui font du droit administratif ici, très bien. Exact. Bon, ça vaut qu'en France, aux États-Unis, je pense qu'ils s'en battent un peu les couilles du lancer de nains. Sachant que le film est sorti un an après, donc ouais, ils s'en foutent. Et puis dans le Loup de Wall Street, en plus, par exemple, il y a un truc qui m'a totalement, on va dire, choqué, surpris, c'est quand t'as la scène de la baston des Pères Noël, c'est que quand ils te sortent un Père Noël géant. Déjà que Schwarzy est géant, tu fais mais comment c'est possible? J'étais totalement... je me dis mais vraiment le mec est mastoc, et on a vu Conan il y a 2 semaines, on sait comment est Schwarzy. Voilà, c'est ça. Il est pas si grand, il est surtout très large et très caisse. Mais en fait, oui, bon, il est quand même impressionnant. Oui, non, mais les géants, ça se trouve toujours. Toi, Marwan, comment t'as trouvé le film? Aussi géant que le Père Noël ou J'ai trouvé qu'en fait... Turboman ou plutôt Booster? Pauvre Booster, c'est une espèce de compagnon compagnon de Turboman, une espèce de tigre à dents de sabre rose, tout pourri. Voilà. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que Jack Lloyd et Schwarzy se sont bien trouvés parce que leur jeu est assez moyen, voire très médiocre. Non, mais c'est pas gentil de t'en prendre au petit, c'est un bébou. Oui, mais après... Non mais voilà, en plus ce qui était drôle, c'est que la veille, je ne savais pas qu'il était dans ce film-là, mais la veille, j'ai regardé le premier Star Wars. Donc c'était assez drôle de le retrouver en mode ah putain, toi. Le diptyque de la souffrance, quoi. C'est ça, c'est génial. Mais voilà, donc non, c'était un film plutôt divertissant, mais qui je trouve utilisait tous les poncifs du genre, comme a pu citer Thierry. Et c'était dommage dans le sens où c'était moins bien fait, très souvent. Mais on appréciait quand même de suivre des personnages assez loufoques qui eux avaient quand même rentré quand même dans le délire d'un côté un peu Tex Avery, un peu cartoonesque, et qui se suit avec toute l'ambiance des gags visuels. Et ce qui est très drôle, c'est vraiment ce côté où ça va être de plus en plus fou. Je trouve qu'en gros, ce qui gère bien en particulier, c'est cette idée de gradation, c'est que on commence avec des petits gags, et puis au fur et à mesure, on est un peu emmené dans quelque chose qui, je trouve, dépasse la réalité, et puis on s'amuse de ça. Et c'est cette fin, on va dire, qui fait qu'on peut accrocher, même si ça a très 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 mal vieilli pour l'époque. Ah, je trouve que ça a mal vieilli, d'accord. Excuse-moi, mais quand je sais pas si c'est spoilé ou pas, surtout pour un film comme ça, mais quand t'as le personnage de Schwarzy qui vole, en gros tu vois 10 km que c'est un jouet. C'est en un fait, vrai jetpack, Marwan. Michael Jackson aussi, il s'en allait de scène avec des jetpacks. Non, mais t'as l'impression qu'ils ont pris un tube Turboman, ils ont mis une caméra dessus, tu vois, et puis ils l'ont fait voler sur une petite maquette de 10 mètres 10 mètres sur 10 mètres, quoi. Et toi, Jessica, pour ou contre les jetpacks dans les années 90? Plutôt contre, mais non, en fait, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est toute la mise en scène qui montre ce côté capitalisme à outrance qui fait vachement penser d'ailleurs à des scènes de Black Friday aux États-Unis qu'on a pu voir aux infos. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça cool. Après, c'était compliqué, quoi. Ça part vraiment, notamment la scène du renne, ça part vraiment en n'importe quoi, où là, j'ai commencé un peu à décrocher, quoi. Mais
Donc voilà, donc non, c'était très compliqué à regarder. Moi, c'est pareil, je l'avais vu quand j'étais petite. Du coup, quand Thierry m'a parlé qu'on allait regarder ce film-là, je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion d'avoir un nouveau regard. Et je pensais pas que j'allais être autant affligée, quoi, à vrai dire. Ah ouais. Ah ouais, enfin. On fait pas boire de bière à un renne. Ouais. Des tatanes en vue subjective. Mais par contre, le renne, c'est à rajouter à la liste des animaux que Schwarzy tabasse entre Conan et ça, il fout un coup de poing à un renne, putain. Ouais, il fait un père de famille bagarreur, Yassa. Ouais. Alors toi, Yassa, qu'est-ce que t'as pensé du film? Disons que quand ça passait à la télé, j'adorais regarder ça. J'avalais un petit peu tout ce qui se diffusait à la télé pendant Noël, parce que voilà, que ce soit bon, pas bon. Il faisait froid dehors et je sortais pas, donc voilà. Et du coup, en le revoyant là, j'ai quand même grimacé quelquefois parce qu'il y a pas mal de choses que je vois avec mes yeux d'adulte, et autant parfois j'arrive à me détacher de cette réflexion d'adulte pour me laisser bercer, emporter par l'histoire et par un petit peu la magie de Noël, autant là j'ai eu quand même quelques soucis. Autant parfois j'arrive à m'extraire un petit peu de cette vision d'adulte et à pouvoir appréhender le film avec mes yeux d'enfant et vraiment à profiter à fond. Autant là pour ce film aussi, il y a eu certaines choses que je n'arrivais pas à laisser passer. Un petit peu, c'est comme le disait Thierry, cette vision un petit peu consumériste de on s'en fout de l'esprit de Noël et on veut à tout prix lâcher des thunes pour avoir les cadeaux pour ses enfants, et la relation de la maman avec le voisin et sa relation avec les femmes en général, etc. Et il y a eu pas mal de choses là-dessus. Mais après, je dois dire que j'ai quand même passé un bon moment. Ça reste un film de Noël qui a de bons rebondissements, qui est assez drôle. On se retrouve avec un Père Noël / Xena / ninja qui vient faire des acrobaties que j'ai trouvé absolument parfait sur le moment en tout cas. Voilà, un petit peu le running gag, la réflexion que je me suis faite, c'était que Schwarzy finissait quand même dans la majorité de ses films en sang, plein de saleté et en sueur, je veux dire même dans un film de Noël. Ce qu'il faut le faire quand même. Et j'avoue que quand même une des choses aussi qui m'a déplu, je sais pas, mais qui m'a laissé un goût un petit peu pas très bon quoi, d'orange amer à défaut de mandarine, c'est pas mal, bien. Bien, je valide. C'était pas prévu, hein. Mais c'était beau. Je pense que c'était beau. Du coup, en fait, c'est le jeu de. Je l'ai vu en VO, donc déjà je me prends en pleine figure le jeu de Schwarzy. Bon, ça, je pense que vous allez en reparler. Bref, mais il y a aussi le jeu de sa femme et du voisin en dehors de Jake Claude aussi, mais qui font. J'ai l'impression qu'en fait ça fait publicité, mais vraiment pub américaine quoi. Le ton il est monotone. Il y a pas d'étincelle. Il y a pas de chaleur dans les dialogues. Et du coup, c'est déjà que les dialogues ils sont pas foufous, mais en plus, le jeu est absolument terrible. J'avais l'impression de voir une publicité, quoi. C'était affreux. En même temps, c'est un peu fait exprès, je pense. Je sais. Sûrement. Mais si tu regardes bien, en plus, ça ressemble vachement au scénario de Menteur, sauf que les mecs, ils avaient pas Jim Carrey pour faire la comédie, quoi. Ouais. Mais voilà. Après, dans l'ensemble, ça reste un film de Noël et je suis très cliente des films de Noël, qu'ils soient bons et moins bons. Voilà. Léo. Oui, alors je me suis pas ennuyée. On va dire que j'ai relativement apprécié le côté cartoonesque du film et la fluidité avec lequel on passe d'une scène à l'autre. J'ai bien aimé le côté très second degré face aux valeurs de Noël, face au consumérisme, les jeux atroces. Très clairement, Schwarzy, en bon père de famille, on n'y croit pas. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est drôle. Non, mais non, un petit peu quand même. Ton meilleur client. Non. Parce Non, qu'on est 2 ans après True Lies, on peut plus y croire. On n'y croit pas, c'est comme ça. Ah, mais... Oui. Non, j'allais dire, je préfère quand sa femme c'est Jamie Lee Curtis, justement. On préfère tous quand sa femme c'est Jamie Curtis. On voit Jamie Curtis dans tous les films. Évidemment. Je sais même plus qui c'est l'actrice. On s'en fiche.
Du coup, mais par contre, on va dire que d'un point de vue idéologique, c'était puant comme film, quand même. Encore s'ils étaient allés à 200% dans le côté humour noir et que c'était la fin du film, pourquoi pas. Moi, je voulais qu'il pique le jouet du gamin, du voisin, et que ce soit la fin et que ce soit clairement assumé, ça aurait été hyper drôle. Mais non, et du coup, on va parler un petit peu des deux personnages problématiques selon moi. Enfin, quand même, le voisin, qui est quand même le mec. Oui, il est terrible, le voisin. Bah oui. Il est comment dire, considéré comme néfaste et montré comme un méchant, alors que, enfin, très clairement, enfin, c'est le mec, il aide, il est prévenant, il écoute, et ils en font des espèces de défauts, alors qu'en soi, ça va être des qualités. Donc, bref, comme il n'est pas masculin comme Schwarzy et comme non, il était intéressé aussi par rapport à elle. Il le fait parce qu'il est intéressé. Dès que Mais les mères de famille sont pas là. C'est bien ce que j'ai compris, c'est ce que je t'explique. On en fait un méchant, donc on le met comme quelqu'un d'intéressé, alors que de base, c'est un mec qui a plutôt des qualités. Enfin, sans rentrer du coup dans l'analyse trop poussée, mais grosso modo, c'est ça. On va montrer que Schwarzy, c'est un gentil, alors qu'il bosse tout le temps et qu'il n'est pas très à l'écoute de ses sentiments, on va dire, alors que le voisin, c'est le cas, et du coup, ça va être le méchant. Je sais pas si je suis assez d'accord, et on en reviendra même. Enfin, clairement, j'ai détesté ce qu'ils ont fait de ce personnage en grande partie pour ça. Et puis du coup, l'antagoniste, le mec noir. Le mec noir qui est exactement comme, enfin, qui veut la même chose que Schwarzy, sauf qu'en plus, lui, il vient plutôt d'une classe plus populaire, a priori, si on a un petit peu compris l'idée, et on en fait un méchant. Why ? Pourquoi ? Enfin, il n'est pas méchant, il est aussi désespéré que Schwarzy. Schwarzy fait des trucs horribles, il va voler un jouet dans la maison à côté quand même. L'affrontement final, c'est le méchant, c'est l'antagoniste. Il joue l'antagoniste de Turboman, donc, pardon, mais quand même. Donc, et surtout, il passe vraiment pour le pire des méchants à la fin quand t'as Schwarzy qui du coup, en super-héros, peut lui dire bah, tiens, vas-y, prends-le, le jouet, c'est bon, moi, mon fils, il n'en a pas besoin, il m'a moi. Enfin, en plus, ça le fait vraiment passer pour le dernier des connards, quoi, genre hyper consumériste, hyper matérialiste, ouais, alors que depuis le début, ils sont tous les deux dans le même bateau avec le même objectif, quoi. La fin, je l'ai trouvé, mais c'était pire que tout, quoi. Moi, c'est à partir de la scène dans le diner où j'ai vraiment commencé à me poser des grosses questions. Je crois que c'est dans le diner le passage où justement le gars lui raconte son histoire et que et c'est là pour moi qu'il commence à raccrocher le film avec le gros esprit de Noël où le mec lui sort bah moi quand j'étais petit mon père devait m'offrir un jouet, il me l'a jamais offert et je lui ai jamais pardonné et c'est le gars en gros est là en mode du coup faut jamais décevoir un enfant parce qu'il te pardonnera pas. Genre on est en train de nous dire que clairement ça le matérialisme c'est hyper important quoi. Et ce personnage là malheureusement va véhiculer ça quoi. Et c'est pire que ça parce que celui de la maison d'à côté, il a eu son jouet, il est devenu milliardaire. Oui, voilà, c'est ça l'idée quand même. C'est ça la pire phrase. Voilà, et c'est ça, c'est que c'est qu'il j'ai pas compris le rapport. J'ai vraiment pas compris le rapport à ce moment-là. C'est même pas une question, c'est pire que du déterminisme social, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même quartier, mais consommer sauve la vie. C'est ça. Ellie, est-ce que ce film t'a sauvé la vie, toi? Non, mais moi, toi qui consommes beaucoup de films d'auteur. Pour reprendre la formule d'un très grand chroniqueur français, hein, ce film, c'est l'horreur, quasiment le consumérisme. Et c'est une catastrophe d'1 heure et demie, hein, à peu près. Il n'y a pas grand-chose à sauver à part les plans en vision subjective du renne et la mandale qui se prend dans la gueule à 2 minutes de la fin. Je pense que on est sur le palmarès à peu près en termes d'action et d'excitation provoquée par le film. Sinon après bah oui c'est un film de Noël classique et bon moi contrairement à Yassa ça me fait pas rêver du tout. Je suis pas très fan de l'esprit de Noël, tout ça de ses belles valeurs et Jake Lloyd putain il est insupportable. Oh mon dieu. Je veux le Turboman. Non mais au bout de 3 minutes de film j'avais des envies de meurtre, c'est terrible. Non, mais, enfin, c'est... Alors que pourtant moi contrairement à beaucoup ici sûrement j'aime bien La Menace Fantôme et il me gêne pas du tout dedans. Mais alors là-dedans c'était le pompon sur la Garonne quoi. Moi j'avais qu'une envie, c'était de le prendre et de le foutre dans la neige jusqu'à ce qu'il étouffe, hein. C'était terrible. En gros, tu lui as fait ce que certains des fans de Star Wars lui ont réellement fait dans la vie, quoi. À peu près. Mais bon, moi, je le fais qu'au personnage fictif, ça va. Non, mais après, quand on pense que s'il avait eu le Turboman de contrefaçon, il se serait peut-être étouffé avec une pièce et on n'aurait pas eu la menace fantôme. C'est possible. Non mais c'est assez terrible parce que bah oui c'est ce que vous disiez, c'est que le film essaye plus ou moins pendant une partie de jouer avec les codes, de dire regardez on va un petit peu critiquer, mais en fait bah à la dernière demi-heure il nous fait un gros doigt, il nous fait bah en fait non allez vous faire foutre, je suis dans le film de Noël pur jus, consommez, soyez des connards, c'est génial. J'étais comme ça, bah, c'est la photo que j'ai envoyée à Thierry, hein, que du coup c'est pas adapté au podcast, mais voilà, Thierry peut témoigner. Bah, c'était ma tête à peu près pendant une demi-heure. Je témoigne. Je me suis dit, mais on se fout de ma gueule.
Et Dieu merci, ça dure qu'1h30, mais voilà. Si, Schwarzy rigolo quand même, un petit peu. Et la fin est intéressante. Enfin, l'idée de la fin est rigolote, du combat final. Mais je pense quand même que les 5, enfin, non, pas 5 minutes, mais les 2 minutes du film qu'on voit au début du film, le vrai Turboman, sont mieux que tout ce qu'on voit pendant 1h. Ah ouais, une espèce de sous-épisode des Power Rangers. C'est ça. Et lui, il a regardé les Power Rangers après le film. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le film s'est inspiré d'une vraie, genre, d'un vrai événement, genre où aux États-Unis pendant les années 80, où c'était sur des poupées qui s'appelait Cabbage Patch Butcho en français, et il y avait vraiment des situations régulières par rapport à ces poupées-là. Et voilà, donc c'est un peu un témoignage de notre société à une époque donnée. Maintenant, c'est des PS5. Il faut savoir que lors de la réouverture des magasins, là, il y a quelques jours, on a aperçu Thomas aussi qui se battait avec beaucoup de personnes pour essayer d'obtenir le DVD du film Butchou avec Carole Bouquet. Donc tout est lié. Ouais, sauf que j'étais tout seul, bizarrement. Il se battait tout seul, en fait. Mais c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment-là, mais à distance avec les PS5, hein. C'est-à-dire que tous les stocks sont vides, là, maintenant. Bon, il y en a une qui est en boule, je sens. Il lui a fallu une cellule psychologique pour se remettre de ce film. Hera. Elle voulait que ce soit Booster qu'on attrape, elle, depuis le début. Elle n'a pas compris. Ah, elle est fan de Booster. Je sais même pas qui c'est. Le tigre rose. Ah ouais. C'est le pull rose, enfin, le truc rose, là, qui accompagne Turboman. Oh mon dieu. Ouais, je me souviens pas de tout. C'est mieux. C'est un film qui est passé vraiment par un œil et ressorti par l'autre dans la seconde, mais j'ai vraiment eu la sensation d'être bafoué pendant. Et c'est exactement ce que me font tous les films de Noël quasiment. Donc je suis un peu, en fait, vous avez déjà dit tout ce que j'ai aussi perçu. Je vous rejoins totalement sur le côté mise en avant de l'ultra-consumérisme qui est déplorable. Enfin, pour moi, c'est un peu une valeur de jugement, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime pas voir et j'aimerais bien voir d'autres choses en fait au cinéma. J'aimerais bien qu'on montre des choses peut-être moins en accord avec la société, justement, qui cherchent à la démonter en montrant d'autres choses et pas justement en s'enfonçant dans les clichés. Et c'est quelque chose que je reproche beaucoup. Le film est assez vieux, mais je conçois la volonté de faire de l'ironie sur un sujet en particulier quand on veut dénoncer, et à la fois, je pense qu'en montrant autre chose, c'est là qu'on crée le changement. Et c'est ce film ce film ne le fait pas du tout. Donc en plus d'avoir un message relativement misogyniste et aux valeurs très arriérées, valeurs familiales très arriérées, même pour les années 90, il ne fait que s'enfoncer dans quelque chose de très 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 grand public, ce qui fait que pour moi c'est très difficile à voir. Donc voilà, ça s'ajoute évidemment le jeu qui n'est pas bon et aucun effort particulier de mise en scène, et à la fois est-ce que je pouvais spécialement attendre autre chose de ce film? Je ne pense pas. Donc j'essaye de voir un peu plus loin, mais en même temps je vois pas ce qu'il aurait pu offrir d'autre que ce qu'il offre. Donc en soi il a bien respecté sa note d'intention à mon avis. Question pour ceux qui ont vu le film, et qui ont été attentifs. La maman, elle a un métier, oui ou merde? On est d'accord. Elle est femme au foyer. Ça se passe dans son métier. Ouais, pour moi, je sais pas. Non, mais c'est... ça se passe pendant les fêtes, donc on ne sait pas en fait. Ouais, c'est pas dit. Je crois que c'est pas dit. Hein. Qui se rappelle de son prénom? Pas, je crois. Je sais même pas, franchement. Elle se fait pas appeler Chérie tout le temps? Déjà, elle a un personnage ou pas dans le film? Il y a potentiellement un moment où il l'appelle fonction. Elle est jouée par Rita Wilson, elle s'appelle Liz. Lise, ok. C'est un four sur pattes, elle fait des cookies et il faut la remplir. C'est tout ce qu'il faut dans le film, hein. C'est honteux. Ah oui, bon, après. Moi, je crois que puis il y a ce message. Pardon, il y a ce message tu ne peux être qu'un bon père si tu offres à ton fils ce qu'il veut pour Noël. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi qui transparaît et qui est un peu encouragé. Genre, le fait d'être un bon père est déterminé par le fait d'avoir pensé à offrir un cadeau à Noël. Mais, non. Alors, heureusement qu'il montre aussi le fait qu'il est pas très présent, parce que ça, c'est limite plus quelque chose qui peut donner une échelle de valeur. Ok, mais cette espèce de lien de cause à effet entre être un bon père et offrir des cadeaux, j'ai trouvé que c'était vraiment mais toi t'as toujours eu les jeux que tu voulais, toujours. C'est pour ça. Ce qui est terrible également, c'est que celui qui dénonce cette société de consumérisme, c'est le personnage de, comment il s'appelle, c'est l'antagoniste qui lui, au début, fait que c'est n'importe quoi, qu'il allait à la fac, qu'il a vu que c'était comme ça et tout, en sociologie ou en psychologie, je sais plus.
Et puis genre le mec est considéré comme fou. C'est drôle. C'est le mec qui va dénoncer ça, il va être considéré comme un fou, il va être dévalué constamment. C'est ça. Ouais, c'est juste, Il sort une théorie du complot. C'est un complot des marchands de jouets pour nous rendre fous. Mais il le dit, hein. C'est vraiment, il sort vraiment une théorie du complot. Mais bon. Et je pense ça qu'il y a... n'existe plus. Ça n'existe plus la théorie du complot de nos jours. Qui a vu le film en VO du coup? Moi, je regarde qu'en VO. Ouais. Et du coup, moi, je pense que je suis celui qui a passé le meilleur moment dans l'équipe parce que moi, je l'ai vu en VF. Ouais, non, moi aussi, je l'ai vu en VF. Avec la voix de Daniel Beretta, citons-le, la voix française de Schwarzy, qui est, je pense, bien meilleur acteur que lui. Vous allez de ce que j'ai entendu, c'est pas très compliqué. Ouais, est-ce qu'il a un accent autrichien déjà? Ben non, c'est ça qui est bon. C'est voilà. Non. Donc non, moi j'ai passé un excellent moment avec, parce que justement le doublage français, ils sont vivants. Alors avec les doublages récents, c'est de moins en moins le cas, mais là dans ce film-là, j'ai l'impression qu'ils sont plus vivants que les acteurs. Moi, je me suis replongé complètement en tant que gamin, j'ai été fasciné. Jamais j'ai été autant passionné par Schwarzy qui court après une balle rebondissante. Voilà, donc alors oui, c'est un film daté, d'accord, on est en 96, mais enfin, bon, voilà, il faut relativiser le consumérisme qui, bon, a bien vieilli, mais bon, voilà, il y a quelques petits trucs. Moi, il y a un plan qui m'a intéressé, voilà, c'est juste un détail, c'est quand il est en jetpack, il monte vers la caméra, puis il chute, c'est un plan qui me rappelle quelque chose, je sais pas où je l'ai vu ce plan, je crois que je l'ai vu dans Last Action Hero, peut-être, ou peut-être dans Total Recall, je sais pas s'il y a ce plan-là, mais... où le mec il part en l'air puis il tombe, il fait une chute libre, bon tant pis. Donc voilà, je pense que ouais, le fait que j'ai passé un bon moment doit tenir énormément au fait que je l'ai vu en VF. Une leçon à prendre. Bon, si vous pensiez qu'on avait touché le fond avec Jingle All the Way, la course aux jouets, sachez qu'il existe une suite, Jingle All the Way 2, avec Larry the Cable Guy. Avec Larry the Cable Guy, alors qui est pas vraiment une suite en fait, c'est plutôt une ressucée dans le Larry the Cable Guy universe. C'est une espèce de truc qui est sorti en direct DVD. C'est un film WWE Studio. Vous savez les catcheurs là, voilà. Mais je vais tellement le voir. C'est sorti en 2014. Tu vas te faire du mal. T'as pas envie de voir ça. Est-ce que vous vous rappelez de Babysitter avec Vin Diesel et de La Fée des Dents avec The Rock? Non, parce que ces deux films, oui. Et ces deux films ont aussi une suite avec Larry the Cable Guy. Ce mec, en fait, est spécialisé dans les suites nulles de films, en fait. De films nuls. Les suites nulles de films nuls. Non, la Fée des Dents, c'est magnifique. Attends, il y a Julie Andrews qui joue la marraine des dents et tout. Quelle horreur. Je pense qu'on s'est bien défoulé sur Schwarzy. Il a je voulais juste. Ah oui, vas-y, il y a ça. Je voulais juste rajouter un truc, ouais, parce que en parlant de la VO, et c'était pas pour rien cette question, parce que en VO, en fait, le méchant, l'antagoniste, le personnage, veut dire du cartoon, enfin de la série, quoi. Il s'appelle Dementor. Et du coup, je m'étais posé la question, en sachant que le film est sorti en 96, qu'Harry Potter est sorti en 97, et que J.K. Rowling a commencé à écrire en 90, en sachant que le 3 est sorti un peu plus tard, je me disais, qui a pioché dans qui? Enfin, vous voyez? Oh mon Dieu! Je pense que c'est un... J.K. Rowling a repompé sur la course aux jouets. Elle a décidément pillé tout le monde, hein, celle-là. Je pense que c'est un nom de méchant tellement générique que la question se pose pas vraiment. Mais après... Mais moi, avant Harry Potter, j'avais jamais entendu ce nom-là. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu ce nom quelque part ailleurs, mais... Dans la course aux jouets, mais oui, voilà. Oui, voilà. L'œuf ou la poule. Et petite fact-checking aussi, Thierry disait Maman j'ai raté l'avion, qui sont arrivés après, c'était en 90, Maman j'ai raté l'avion, alors que celui-là, le film dont on parle, de 96. Ouais. 96, ouais. Ouais, donc il y a 6 ans d'écart, et Maman j'ai raté l'avion était un peu avant. Enfin, était avant. Ah oui, non, largement avant, mais Chris Columbus, moi je l'ai dans mon cœur, quoi qu'il arrive, parce que Chérie j'ai rétréci les gosses et Maman j'ai raté l'avion, c'est bien. Bah, oui. Et Harry Potter 1. C'est vrai, c'est vrai que c'est lui qui a fait ça. Bon, après, derrière, il a fait aussi Pixel, hein, je veux dire. Bon, Chris Columbus, c'est pas non plus que de la qualité, quoi. Et il a fait aussi les Chroniques de Noël 2, si on parle là. On va laisser le consumérisme à outrance. On va retourner sur un film qui rentre un peu plus dans les standards d'ERA. Si on peut parler de standards, puisque justement, elle dit qu'elle aime pas les standards. Du coup, c'est paradoxal. Oh mon Dieu, je suis moi-même dans un paradoxe. Au secours! Il y a des ados qui se font chier en regardant leurs cadeaux et ils les ouvrent pas. Peut-être. Ah, bref. Ça me ressemble. On va passer... à mon choix, à moi, le film que j'ai choisi. Donc, quand il a fallu choisir le film de ce soir, la tentation de me venger était très grande, surtout après l'épisode sur les films expérimentaux. T'avais proposé un truc merveilleux, alors moi j'étais chaud bouillant.
J'étais très chaud aussi. Hein. Moi aussi, en fait. J'hésite entre les Chroniques de Noël 2 et la course aux jouets 2. Et je me suis dit non, c'est pas gentil. J'ai failli proposer la Passion du Christ aussi, mais ça c'est plutôt mais oui, enfin, mais oui. Mais ça aurait été génial. Grand oui. Mais non, alors Noël c'est le retour des valeurs, c'est l'amour, le partage. Du coup, bon ben j'ai fait un choix. J'ai préféré faire un cadeau à l'équipe et aux auditeurs avec ce film-là. この子は神様がくださったクリスマスプレゼント。私たちの子供よ。ええ。大体こんなとこで赤ん坊の泣き声してる方が変じゃん。だから俺たちに何ができるんだ。親を探すわ。探すったって。つまり俺たちはてめえの面倒一つ見られないろくでなしの仲良し3人組。Un anime japonais, oui. Ça, je suis en train d'avoir les larmes aux yeux parce que je suis en train d'imaginer, tu vois, si là tout de suite t'avais mis la bande-annonce de la Passion du Christ, on aurait juste entendu 30 secondes de Henry Cavill qui hurle à la mort. Non, pardon, Jim Caviezel, pardon. Je pense que j'aurais beaucoup rigolé. Tokyo Godfathers, comme on dit en VO. C'est la VO, hein. C'est voilà. De Satoshi Kon, film d'animation parce qu'à Noël, moi j'aime bien regarder des dessins animés aussi. Je pense que je suis pas le seul. Celui-là est un peu particulier et oui, c'est cool. Pour résumer, alors c'est un soir en période de Noël, on a 3 sans-abri, un clodo, un travelot et une fugueuse qui trouvent un bébé abandonné dans une poubelle et une mystérieuse clé dans le couffin. C'est le début d'une folle nuit d'aventure. C'est cool comme pitch quand même, non ? Enfin, moi, je sais pas. Et puis, ça devient complètement dingue parce qu'en plus, avec Satoshi Kon à la manœuvre, Satoshi Kon, c'est Perfect Blue, c'est Millennium Actress, c'est Paprika, c'est tant de belles choses à voir. Alors, c'est mon film de Noël, donc je dois dire pourquoi je l'ai choisi. Parce que c'était un film de Noël qui revisite le mythe des Rois Mages. Hein, donc, ces 3 personnages qui vont protéger le bébé. C'est les Rois Mages, on n'en parle pas souvent. Et quand on les aborde, ça donne les Rois Mages avec les inconnus. Moi, j'aurais bien aimé voir celui-là. Hein. Donc finalement, plus un gars d'amour, gloire et beauté, c'est bien. Voilà. Mais non, moi, c'est un film c'est un film qui est sorti directement en DVD chez nous, mais j'ai eu la chance de le voir sur grand écran au Forum des Images pendant un festival d'animation justement, et ça m'avait régalé. J'étais très très agréablement surpris. Je m'attendais pas, je savais pas trop encore sur quoi j'allais tomber, et puis c'était une excellente surprise. Puis quand je m'en souvenais pas trop, je voulais le revoir. Et donc c'était l'occasion. Voilà. Et donc j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Mais je rentrerai pas dans les détails parce que je vais vous laisser parler, sinon je vais en parler 2 heures dessus. Et puis on va faire encore 3 heures d'émission. Et puis voilà. De toute façon, on va faire 3 heures d'émission, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Hein. Notre Roi Mage à nous, Marwan. J'ai été bouleversé par le film. Bouleversé. Je pleurais pour rien devant, c'était assez fou. En fait, je trouve que Satoshi Kon a une manière d'écrire ses personnages et qui arrive à raconter notre société de la façon la plus douce et en même temps la plus brutale possible. Et en fait, c'est complètement incroyable. C'est la manière dont cette péripétie est passionnante par rapport à ses dessins, par rapport à comment il arrive à créer un dynamisme dans l'écriture de ses aventures, de ses personnages, cette musique qui je trouve arrive à souligner à chaque fois les moments passionnants. J'ai été vraiment emporté et enivré par ce film qui en fait à chaque fois nous donnait encore plus envie d'aimer ces personnages. Et ce que j'aime beaucoup aussi également, c'est sa façon d'apporter un grain de fantaisie et un peu des grosses guillemets de magie dans ce film qui est très cru finalement mais très vrai. C'est souvent des moments faussement doux où on a l'impression qu'il y a cette magie qui est crue par les personnages et qui pensent la magie de Noël, la magie de la fin d'année. Et non, vraiment, j'ai été fasciné par. C'est vraiment d'une poésie, d'une intelligence tout à fait rare. Et c'est je trouve à chaque situation très juste. Ce film est très juste. Vraiment, merci beaucoup pour cette proposition. Oh, ça me touche.
Bon, si c'est pour dire des choses gentilles, qui veut prendre la parole? Je vous en prie, allez-y. Ouais, moi j'ai bien aimé. Je me permets. Ah, ouais, oui, Éléonore, Oui, oui. moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, déjà, de base, de cette. Ah, Satoshi Kon. Satoshi. Oh, putain, pardon, merci. J'ai un peu de mal. J'avais beaucoup aimé Paprika et Perfect Blue. Et du coup, j'étais très impatiente de découvrir ce film, un film de Noël animé. Et je trouve déjà les personnages très humains. Ils sont vraiment très bien écrits, ils sont super. Et j'adore comment surtout le récit est construit. Parce que C'est ça. effectivement, on les suit sur, je crois, du coup, 2-3 jours, parce qu'en fait, c'est juste après Noël et ça va jusqu'au Nouvel An, je crois, à peu près. C'est ça, ouais, c'est les périodes de Noël. Tout juste avant, en fait. C'est genre le dernier jour de l'année. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, on peut se dire que ça va être très linéaire, très classique. En fait, pas du tout. Chaque récit est un petit peu le miroir d'un autre récit, et chaque récit s'emboîte dans un autre récit, et je trouve ça très bien fait. Du coup, il y a plein de petits détails qui ont été dit dans la première partie du film qui deviennent importants et reviennent ensuite un peu plus tard, et j'ai trouvé ça, du coup, super, parce que j'adore ce genre de narration. Et outre cela, c'est un film qui, du coup, critique vachement plus le consumérisme que la course aux jouets, il faut le dire, parce qu'il y a plein de plans sur... on suit des SDF, donc déjà des gens qui sont marginalisés et qui ont décidé finalement de se marginaliser, ou ils ont été marginalisés par quelque chose dans leur passé. Et à chaque fois, on passe de nombre de ces 3 SDF à des plans sur des publicités dans des encarts énormes à Tokyo, je crois. Tokyo. Ah oui, Tokyo Godfathers. Du Hein, coup, oui. Oui, bah oui, Tokyo Godfather, effectivement. C'est dans le titre. Et je trouvais ça, du coup, assez génial. Donc, parce que c'est à la fois donc, vraiment des valeurs de Noël, donc les valeurs de la famille qu'on a, qu'on doit respecter, mais également de la famille qu'on se crée, parce que finalement, ils deviennent une espèce de petite famille à eux trois, avec le bébé également. Donc, je trouvais ça vraiment très agréable à regarder, très beau et très intelligent. Waouh. Qui d'autre? Hera, je crois que tu avais apprécié ce film-là. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était hyper bien foutu. Je suis assez, j'aime aussi beaucoup Satoshi Kon. J'ai beaucoup aimé Perfect Blue. Je l'ai vu très jeune. Faudrait que je le revoie. Et c'était grandiose. Et là, j'adore cette véracité dans les personnages, l'écriture, comme disait Marwan, hein, l'écriture des personnages est vraiment nickel. Ils ont tous un background qui est intéressant. Il y a des touches d'humour savamment disséminées dans tout le film qui fait que c'est à la fois très fort, très profond, très émotionnel, et en même temps, on rigole quand même bien, ne serait-ce que par les personnages et puis par les situations qui sont quand même parfois extrêmement drôles. On va toucher à plein de sujets, ce qui est très fort. Ouais, tu m'as dit que tu avais beaucoup ri devant le film, tu m'avais dit. Ah mais j'ai beaucoup ri, c'est noir à souhait au niveau de l'humour. Il y a des petites vannes un tout petit peu partout, des petites touches d'humour. Alors j'ai plus la phrase, mais il y a une touche d'humour dans le bar quand il y a un échange entre la maîtresse de maison et puis la drag queen. Et avec une des clientes derrière, où je crois qu'il parle d'abandon et qu'elle hurle « Oui, j'ai été abandonnée », quelque chose comme ça. Et ça a rien à voir, c'est dans le background, mais c'est hyper drôle. Et pourtant, c'est pas des sujets qui sont risibles, donc c'est toujours intéressant de réussir à créer de la légèreté avec des sujets qui sont quand même lourds et à, en fait, créer un espace de dérision. J'ai trouvé que c'était vraiment très équilibré sur beaucoup de points et qu'en même temps, ça faisait une relecture d'un conte, enfin d'une histoire qu'on connaît tous. Donc ça va vraiment toucher à tout et là-dessus je trouvais que c'était grandiose et je trouve que les dessins aussi sont vraiment bien gérés avec ces lumières de la vie tokyoïte nocturne qui sont juste folles, avec des endroits qui sont tellement bien redessinés que je pense que ceux qui ont été à Tokyo peuvent reconnaître certains lieux. Personnellement ça a été le cas. Je voyais des endroits, mais je vois très bien où est-ce que c'est, ça, c'est dans le sud, je pouvais deviner où est-ce que c'était, juste parce que c'est les angles, les choix, les espaces qui sont choisis sont ultra représentatifs et super bien redéfinis, enfin représentés et bien dessinés. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Très bon choix. Jessica, est-ce que tu as apprécié aussi? Ouais, j'ai trouvé ça super. Un peu pour les mêmes raisons que vous avez citées précédemment, mais ouais, j'ai trouvé ça surtout magnifique, quoi. Les dessins vraiment, vraiment superbes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, notamment par rapport aux personnages, c'est que c'est leur animation en termes d'expression qui est hyper travaillée et du coup, en fait, même sans parler des dialogues, on arrive vraiment bien à saisir l'émotion
en fonction des différentes situations et tout. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment, ouais, vraiment touchant et tout. Et puis, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que toutes les comment dire? Les lumières de Noël et tout ça, ça passe pas du tout par des choses un peu classiques, mais plutôt, avec des objets de la rue, quoi. Genre, les cônes, enfin, il y a des choses comme ça que j'ai trouvé hyper intéressantes, en termes de mise en scène, quoi. Mais aussi quand je pense aussi à la scène de baston là, quand enfin, je spoil un peu, hein, je suis désolée, mais, Mmh. quand il y a je sais plus le nom du personnage d'ailleurs là, enfin l'homme là, je sais plus son nom. Mais à un moment, il se fait bastonner et en fait, en arrière-plan, il y a, donc des lumières, un immeuble avec des lumières et quand il se fait bastonner, il y a des lumières qui s'éteignent au fur et à mesure. Un peu comme si, voilà, les gens qui étaient donc plus aisés, enfin, en tout cas, qui ont un toit, enfin, veulent pas avoir ça et éteignent et en fait, quand la baston est finie et que le mec est à terre, ça se rallume et j'ai trouvé ça, enfin, voilà, j'ai trouvé ça hyper intelligent comme et simple comme façon de représenter, enfin voilà, c'est ce que vivent ces personnes marginales, quoi. Ouais, beaucoup de finesse et de subtilité dans son Ouais. message. Ouais. C'est vrai que je trouve que ça, c'est très esprit de Noël parce que, enfin, Noël, tel que la fête qu'on a commerciale où on vend des cadeaux, c'est très loin des mythes qu'on rattache. Mais par exemple, pour les chrétiens, Noël, c'est quand même l'histoire d'un mec qui naît dans une étable parce qu'il est dans la misère. Donc je trouve qu'on se rapproche de cet esprit-là de s'intéresser à ceux qui sont dans la misère. Donc ça parle de la misère, mais c'est pas misérabiliste pour autant. Ouais, c'est ça, c'est hyper intelligent, enfin, en plus, c'est rafraîchissant, quoi, en termes de représentation de ces personnes-là, ouais, carrément. Et je pense qu'ils arrivent à éviter le misérabilisme à partir du moment où cette famille recomposée l'est vraiment dans le sens où chacun, enfin, on arrive vraiment à ressentir, à percevoir les liens entre eux, ces amours un peu cachés, c'est même l'écriture des personnages sont vraiment passionnantes parce que c'est pas que des stéréotypes. Ce côté part, on y voit des stéréotypes, mais au fur et à mesure de l'intrigue, on comprend davantage la psyché et ce qu'est le personnage. Et c'est tout bonnement passionnant de celui qui se ment parce qu'il a trop honte, celui qui se ment lui-même plutôt et aux autres, et celui qui et pour le coup, et cette jeune fille, c'est tout ça, c'est qu'on, au fur et à mesure que les personnages évoluent, on est totalement fasciné par cette justesse, en fait, on a l'impression que c'est réel, vraiment, c'est tout bête, mais toute l'évolution, même vers la fin, il y a plein de ressorts scénaristiques, mais enfin, les personnages étaient tellement bien foutus, tout était tellement trop bien, que d'un coup, j'ai vrillé dans le sens où j'étais plus dans l'idée de oui mais enfin de deviner ce qui allait se passer après, en fait j'anticipais plus, je vivais l'instant et c'était totalement fascinant. Ouais, il y a une efficacité scénaristique, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, on connaît les personnages, on a leur background, ils ont un enjeu, ils trouvent ce bébé, enfin, le décor est posé, les personnages sont posés, il y a un enjeu qui est posé, l'histoire commence, ça y est, on est dans le film, on est emporté, et après ça va évoluer, mais on a l'impression d'être déjà lancé, tu vois, je trouve qu'il y a une efficacité, une structure narrative ensuite derrière qui va se développer, mais qui commence dès le début, qui met pas 3 heures à se développer, donc ça fait partie de cette efficacité narrative, de cette structure narrative qu'on parlait Léonore aussi, que je trouve brillante. Bah en fait, la mise en place des personnages a lieu pendant le récit et pas avant. En général, on a l'habitude de le voir avant, il y a vraiment juste ça qui est fort. On a les caractères quand même, on les reconnaît, on les identifie très vite quand même. Oui, c'est des archétypes au départ, tu vois. On est obligé, mais après, t'as vraiment une... J'allais dire, mais non seulement la narration est efficace, mais il y a aussi un mélange des genres dans le récit. Totalement. On commence avec un récit avec du drame, puis on passe par l'enquête, puis on arrive à de l'action. Enfin, on a vraiment de la comédie aussi. Enfin, il y a vraiment il y a à boire et à manger, quoi, dans ce film. Alors c'est un film qui raconte énormément de choses en seulement 1h30. Est-ce que ça a plu à Ellie ? Bah oui, carrément. Alors, faut savoir que je n'ai pas eu le temps de le revoir, mais je l'avais vu il y a quelques mois. Donc, je l'ai encore plutôt bien en tête. Et oui, c'est un excellent film. En fait, ce que je trouve très très fort, c'est que il est d'apparence plutôt mineur dans la filmographie de Satoshi Kon, qui habitue avec un jeu sur la réalité et la fiction qui passe souvent par des envolées visuelles, mais complètement démentes, que ce soit dans Perfect Blue avec, je sais pas, le personnage qui se met à voler,
dans Millennium Actress, les transitions qui nous font traverser toute l'histoire du Japon et du cinéma, ou dans Paprika, tous les effets visuels qu'on peut avoir. Mais là, il arrive à faire la même chose, mais de manière très subtile, en brouillant la frontière entre réalité et fiction pour le spectateur, vraiment. Parce qu'on est vraiment sur un hyper-réalisme de l'animation qui, bah, comme vous l'avez dit, ça dépasse l'entendement. On y croit, c'est palpable, cet univers. Et en même temps, il y a aussi cette espèce de jeu sur la réalité et la fiction avec ces personnages qui vont devoir, bah, comme vous le disiez aussi, réussir à s'accepter eux-mêmes, faire un cheminement intérieur et pour accepter de vivre dans cette réalité et aller plus loin. Et c'est ce qui fait que le film est en fait très très beau, je trouve. C'est peut-être celui qui a le plus d'impact émotionnel en fait de toute la filmographie de Satoshi Kon. Et moi, je trouve que c'est remarquable d'arriver à faire ça en prenant quelque chose d'apparence aussi banal que bah, l'histoire des rois mages et de la foot dans un Tokyo contemporain. Il arrive en plus bah, voilà, à jouer sur l'image de la famille en faisant une espèce de... Bah, c'est un peu une affaire de famille avant l'heure de Koreeda, là, avec cette espèce de bande de marginaux qui vont se regrouper dans une société qui prône une sorte d'individualisme avec des personnes qui vont penser pour leur intérêt propre avant d'essayer de construire quelque chose. Et là, du coup, on a vraiment cette espèce de petite pincée d'espoir qui nous est apportée par les personnes qui, théoriquement, sont censées être un peu les laissés pour compte, les pauvres de ce pays-là. Et voilà, il arrive à rendre la misère poétique, je trouve. Et c'est une qualité que pas beaucoup de réalisateurs ont. Et lui, il le fait vraiment admirablement. Moi, c'est un réalisateur qui a seulement 4 films et une série, Paranoia Agent, qui est à voir absolument, c'est extraordinaire. Et en 5 œuvres, il a réussi il a changé la phase d'animation japonaise et c'est triste qu'il n'ait pas pu faire beaucoup plus, quoi, malheureusement. J'en profite pour faire la promotion d'un documentaire qui est censé sortir l'année prochaine, réalisé par Pascal-Alex Vincent pour Carlotta Film, sur donc Satoshi Kon, La machine à rêve, qui donc reviendra sur la carrière du réalisateur et notamment son projet inachevé pour cause de décès prématuré. Donc voilà, franchement, non, mais c'est un très bon choix que tu as fait, Thomas, en proposant ce film. C'est un film qui, pour le coup, montre qu'on peut faire un film de Noël super intelligent, super touchant et sans pour autant s'enfoncer dans du cliché. Enfin, voilà, c'est du beau cinéma comme on aime. On a beaucoup parlé sur ce film. Y a-t-il encore des choses à dire sur ce film? Bah écoute, franchement, moi j'étais vraiment enchantée de voir ce film, mais du début à la fin. C'est un petit peu tout ce que je vais reprendre ce que vous avez dit, mais voilà, ça nous montre une certaine réalité un peu crue, mais qui n'est jamais pathétique en fait. On a de l'empathie pour les personnages, mais on n'a pas de pitié pour eux. Et cette empathie, elle est rehaussée par des moments de burlesque et drôle qui sont saupoudrés un petit peu ici et là. Et je retrouve quand même un petit peu cette magie de Noël, de Noël qui est perçue au Japon, c'est-à-dire qu'il y a une perception de Noël qui est restituée dans les œuvres cinématographiques, animées, etc., qui est complètement différente de ce qu'on a ici en Occident. Et voilà, il y a quelque chose quand même d'assez féerique, d'assez nostalgique. Je pense par exemple au haïku, on en a 2 ou 3 à certains moments, et je trouve ça absolument sublime qu'ils soient comme ça éparpillés dans le récit. Ça sort de nulle part, et c'est juste un pur moment de félicité en fait quand ils sont là, ces petits haïkus. C'est pas grand chose, hein, mais ça rehausse le récit, la narration, et franchement j'ai été très touchée par l'histoire. Et pour vous dire à quel point j'ai été prise dedans, je me suis mise... Bon, Marwan a pleuré à plusieurs moments, mais moi, j'ai pas pleuré jusqu'à... j'ai pas arrêté. mais en fait, j'ai pleuré à un moment auquel je ne m'attendais absolument pas. C'est-à-dire que j'ai été prise par surprise. Mais vraiment, c'est juste une scène, c'est pas grand-chose, c'est quelques secondes, mais ça m'a totalement prise au dépourvu. Et je crois que c'est là où je suis réellement tombée amoureuse de ce film. Voilà. Thierry, est-ce que ce film t'a touché quand même? J'aime bien parce que tu me gardes généralement pour la fin, parce que tu te dis il va cracher son venin, ça va être triste. Alors, je vais le garder pour le prochain film, mon venin, parce que c'est vrai qu'on a pu constater, je pense, au fil des épisodes, quand on avait fait certains, dont un
qu'on pourra mettre en description, qui était Lise et l'oiseau bleu. Je sais pas si tu te souviens du ton qu'on avait fait pendant cet épisode, où moi j'avais vraiment pas aimé, et on avait Alex qui avait détesté aussi. Toi, tu nous avais dit qu'on n'avait pas de cœur, qu'on n'avait pas d'âme. Je me suis mis en opposition, j'ai surjoué l'opposition, mais là il y a pas de surjeu, là il y a vraiment de l'émotion là. Justement, je voulais y venir. Et donc, en fait, je pense qu'on a pu constater quand même, sauf quand on avait même parlé des enfants de la mer ou de ce genre de trucs, que j'ai en général un souci un peu avec la Japanimation. En tout cas, que je suis très sélectif dans la Japanimation, et même pour un pays qui me fascine autant, où je suis déjà allé et où je retourne, dans leurs apports culturels, j'ai des fois un peu de mal avec cette excentricité constamment montrée, qui est un ton qui a du mal à me charmer et à m'emporter. Et je t'avais toujours dit que de toute façon, je vais quand même en regarder beaucoup, faire des cycles, que je suis toujours en train de faire, là, et que plus je vais faire ça, plus je vais justement finir par accrocher, finir par trouver des moments où j'arriverai à trouver des points de concordance. Thierry, tu fais des cycles Godard alors que tu détestes Godard, donc du coup, est-ce que tu aimes? Mais justement, j'allais dire, j'ai l'impression quand j'ai vu, tu vois, justement ce film, que j'ai commencé à atteindre, j'ai l'impression, cette espèce de carrefour que je cherche à atteindre dans la Japanimation pour enfin me mettre à me dire, ok, je vais aussi accrocher à ce ton qui me parle pas en général et l'accepter pour pouvoir me dire, je vais aller au-delà et apprécier. Parce que tout ce que je n'aime pas en général dans la Japanimation était là. Il y avait quand même, il y a ce côté excentrique, ce côté ça gueule dans tous les sens, ça va à fond la caisse. Et pourtant, ça m'a totalement charmé, j'étais totalement emporté. Donc, en soi, je suis super content parce que j'ai l'impression justement que ça va me faire évoluer sur un genre sur lequel j'avais encore beaucoup de réticence avant de réussir à entrer dedans. Donc, merci, c'est tout. Et vu que tout le monde a déjà dit tous les points positifs là-dessus, j'ai rien à rajouter d'autre. Thierry a aimé un film de Noël. Alléluia, mes frères et sœurs! Si tu commences à faire des génuflexions et à appeler à la justice divine, là... Dis je te salue Marie. Pleine de grâce. Oh non putain, ça commence. Non, Ah oui, Léo en tombe de sa chaise, tellement elle est... C'est encore moi, je suis désolée. C'est le Bob à lèvres, il a dit mais je veux pas être là. Non mais c'est exactement ça, il s'est cassé, il s'est mis à un endroit où je peux pas aller le récupérer, donc... Voilà. Oh le salaud. Le salaud. Ça y est, on a fait un peu le grand écart de ce qui se fait en termes de films de Noël, voilà, entre le très très valeur familiale et le très très valeur consumériste. Là, on sort, on va carrément out the box, complètement ailleurs. On part même dans le Grand Nord là. On quitte la ville pour partir en Finlande, enfin la frontière finno-russe, avec un film de genre un peu particulier. We have Santa Claus. Selitä sille, että meillä on täällä pukki myytävänä. Père Noël Origine. Alors ça c'est le titre français parce que le titre original c'est Rare Export A Christmas Tale. Donc Père Noël Origins, je ne veux rien. Enfin, ok, très bien. C'est un film nordique, c'est un film franco-norvégien, suédois, finlandais de 2011, dispo sur Amazon Prime. Langue originale le finnois, mais dispo seulement en français sur la plateforme américaine. Voilà. Donc là, la bande-annonce... Alors, voilà, ils mettent une bande-annonce... Celle-là, je l'ai prise sur le site. Hein, donc la bande-annonce est en finnois, mais vous aurez des doublages français, vous n'avez pas le choix. Voilà, donc c'est comme ça. Un film de Jalmari Elander. Voilà. Un film tout particulier, un film dans le Grand Nord, un film de neige, parce que aussi les films de neige, ça se passe souvent au pôle Nord ou dans le froid, pour aller voir le Père Noël. Donc là, on est dans la grande tradition des films de Noël. Sous les montagnes russes, des Américains déterrent à 400 mètres de profondeur un sombre secret de Noël, et leur découverte va semer le trouble dans le petit village finlandais frontalier. Heureusement, un enfant va réussir à sauver la situation. Ouais, parce que dans les films de Noël, il faut aussi qu'un enfant sauve la situation, ça fait partie des traditions des films de Noël. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il y a un personnage barbu avec un bonnet rouge et c'est tout ce qu'on aura en classique de Noël. Après, on sort complètement des sentiers battus pour un film très très particulier. Et c'est un film qui a été choisi pour notre invitée, Jessica. Donc la question que je pose à tous les invités, pourquoi ce film Père Noël Origins?
Alors du coup, je sais pas Thierry, je raconte la vraie histoire ou pas? Si, raconte la vraie histoire. Alors, du coup, quand Thierry m'a proposé de participer, moi j'aime pas trop Noël non plus et les films de Noël je déteste, donc ça partait bien. Et du coup, bon, j'avais quand même quelques films de Noël dans ce genre-là dans ma liste à voir, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais j'avais pas trop le temps en fait de me pencher dessus et surtout j'aurais préféré voir le film avant de vous le proposer. Mais du coup, Thierry m'a dit que ce film-là était aussi sur votre liste, donc je me suis dit bah tiens, ça va être l'occasion de le voir. Donc Du voilà. coup, tu peux désormais poser la même question à Marwan qui avait proposé le film. Ah ouais, là, c'est la voix Oui. du petit lutin démoniaque, Marwan. Ah, c'est ça. Non, mais j'ai choisi parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir un côté un peu décalé, genre, d'un film qui, un peu, moi, je l'ai vu comme, à la base, même sans le voir, je pensais voir un nanar. Et c'était ça, en fait. Mais c'était le délire, ouais, de pas avoir un truc trop sérieux par rapport à Noël. Juste un truc vraiment décalé. Et c'est encore mieux quand c'est décalé, mais ça se rend pas compte, quoi. Ça ne se rend pas compte que que c'est n'importe quoi. T'as passé un Voilà. bon moment devant. Ah, mais c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, je pense que là, il se rend compte que c'est décalé quand même. Ah, c'est très très décalé. Le mec qui tenait aussi, tu sais, le spot avec la lumière était aussi très 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 décalé. C'est pour ça que le film est totalement sous-ex. Ah ben, c'est en Finlande, en hiver, il fait nuit, c'est normal. Oui, mais on peut quand même y voir quelque chose. Ah, mais j'adore, hein. Vraiment, c'est ce genre de film qui... Tu sais, j'étais devant et je pensais à vous, qui, en mode plutôt à Ellie et puis à Thierry, en train de dire, oh putain, mais pourquoi? C'est gentil de penser à nous, Marwan. Mais toujours, je pense toujours à vous, surtout dans des moments comme ça. C'est magnifique. Et vraiment, je m'éclatais, mais c'était tellement drôle. Si tu pouvais penser à nous avant de proposer des films, ça serait pas mal aussi, du coup. Bah, j'ai pensé à vous en proposant le film. Mais... c'est ça le truc, en fait. Alors, Marwan a passé un bon moment. Jessica, tu nous as pas dit vraiment si t'avais apprécié le film. Toi, en tant que spécialiste du film de genre, ici, on a une version, peut-être pas horrifique, c'est un peu poussé, du Père Noël, mais une version particulière du film du Père Noël. Ouais, ça t'a plu comme proposition? Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment, je me suis bien éclatée, surtout à la fin qui est quand même magistrale, il faut le dire. Mais ce que j'ai bien aimé quand même aussi, c'est que en fait, quasiment, enfin pas tout le film, mais presque, on va dire une bonne moitié, en fait le film se prend super au sérieux, a vraiment envie de croire à ce Père Noël diabolique, etc., qui est en fait plutôt une créature démoniaque que vraiment un Père Noël ou quoi. Et du coup, par exemple, moi j'ai trouvé qu'il y avait un boulot super sur la photo. Enfin, moi ça m'a donné direct envie d'aller en Finlande. J'ai trouvé ça magnifique. Et ouais, du coup, il a ce côté super froid, super sérieux et tout. Et j'ai trouvé ça hyper osé et ça a bien fonctionné, quoi. Et alors après, le problème c'est que les personnages sont pas écrits. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Mais ce qui fait que ça atteint ses limites quand même. Mais après, en fait, le film, ce qui est un peu dommage, c'est que le film bascule vraiment tout d'un coup dans le n'importe quoi, mais à tous les niveaux. Hein. Enfin, que ce soit la narration, que ce soit les personnages, parce que bon, j'ai spoilé, mais là c'est pareil, le gamin à la fin qui tout d'un coup a envie de se suicider, se sacrifier, ça sort de nulle part, c'est absurde. Enfin, les Pères Noël à poil qui courent dans la Ah non, mais les vieux qui sortent de l'EHPAD, là, qui se mettent à courir à voile pour les choper, non mais... Et là, du coup, tu regardes la scène et tu te dis, mais ah ouais, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Et là, tu te marres. Alors qu'avant, moi, je me marrais pas, quoi. Je me disais, ah ouais, le mec, il essaye vraiment de faire un truc et tout. Ok, pourquoi pas, je vais rentrer dans le truc, quoi. Et voilà. Mais du coup, j'ai quand même passé un vrai bon moment, moi. Oui, la fin, ça sent le court-métrage à concept qui a été rallongé sur, en fait. C'est ça. Ou dont ils ont fait une intro histoire de faire un film. Mais... Et c'est vraiment ça. En fait, c'est un court-métrage qui a vraiment pas mal marché. C'est un gros truc. Et pour vous dire, hein, Luc Besson en a parlé en mode, oui, c'est le film, un des meilleurs courts-métrages que j'ai pu voir de ma vie. Donc, on est curieux de ce court-métrage. Luc Besson est une bonne référence. On n'est pas sûr. Quand même. Ah oui, c'est pour ça. Et pour jouer dans ce délire-là, je vais vous dire une information très importante. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a aucun personnage féminin dans le film? Ouais. C'est ouf.
C'est une des réflexions que j'ai faites à Thierry pendant qu'il regardait le film. Ah bah c'est un film de bonhomme, hein. C'est ouais. Et mais il l'a justifié en plus. C'est un film avec des petits garçons qui vont demander à leur papa de leur mettre des fessées, quoi. Je veux dire. Oui, aussi. Non mais en plus, il l'a justifié en disant, il était plus facile de faire aux hommes des choses stupides dans la mesure où aucune femme n'était là pour les en empêcher. C'est ce qu'il a dit. Mais du coup, tu vois à quel point le mec ne se prend pas au sérieux. C'est génial. C'est génial. C'est extraordinaire. Mais toi, Léo, ton ressenti. Je l'aime beaucoup, ce mec. Alors moi, déjà, faut dire que je l'avais déjà vu. Donc le suspense n'était pas là. Le suspense n'était pas là. Oui, j'ai dû le revoir. Du coup, mais pas vraiment aimé mon premier visionnage. J'avais trouvé la fin complètement ridicule et du coup, ça m'avait bien fait rire. Mais dans l'idée, je trouvais qu'il y avait quand même... Bon, pourquoi pas, on va dire. J'étais pas... voilà. Et là, finalement, j'ai vu beaucoup plus de choses. Déjà, c'est à peine dit, et je trouve que c'est dommage, mais ça se passe dans un village sami, et toute la première partie du film parle beaucoup d'économie. Donc un petit peu, du coup, la baston entre écologie et économie, et comment, du coup, les Samis, qui sont un peuple autochtone de cette partie-là et qui n'a pas vraiment de frontières, arrivent à gérer des problèmes à la fois donc de frontières qu'ils ne sont pas censés avoir et des problèmes économiques liés à un monde capitaliste qui ne fait pas partie de leur univers à la base, eux qui, grosso modo, font de l'élevage de rennes. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Mais est-ce que ça va avec le schmilblick du Père Noël ? Je sais pas trop. Mais c'était plutôt intéressant cette partie-là. Bon, ensuite, la fin, évidemment. Faut le regarder très second degré, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça pas si désagréable pour un second visionnage. J'ai vu plus de choses qu'au premier visionnage, en tout cas. Et puis si le côté réinventer un petit peu le mythe du Père Noël, en partant du principe que ça vient du coup un petit peu de ce côté-là. Et bref, non, sans trop spoiler, du coup, j'ai trouvé l'espèce de petit twist final assez rigolo. Moi, avec un Père Noël méchant, je crois que c'était Père Fouettard Origins, mais après bon. Ah, mais tu m'as volé ma blague. Ah, pardon Thierry. Mais moi aussi j'allais partir sur ça. Ce moment où il regarde le mec et tu sais, le moment où il l'enchaîne là, ils le mettent à moitié à Walp et il l'enchaîne, enfin le premier mec qu'il trouve là, et il l'enchaîne, il le regarde et là tu sais t'as le gars qui fait mais attendez les gars, et là ils ouvrent un nouveau grimoire. Ce n'est pas le Père Noël, c'est le Père Fouettard. J'aurais tellement kiffé. Mais justement, t'as kiffé ou pas ? Absolument pas. Y avait-il le moindre doute là-dessus? Mais ça en plus, c'est tellement triste. Oui, bah, vas-y, jubile. Hein. Voilà, je dis son nom. Marwan, il habite dans le 10e. Ils vont venir me tuer. Chopez-le, mais chopez-le. Oh, le mec, quoi. Et le digicode, c'est B3272. Il va faire les courses tous les jours à 17h13. Non, évidemment tu peux couper. Hein. Mais non. Mais... Oui, s'il te plaît. Ouais. Évidemment que c'était. Enfin, en fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que, en fait, quand j'ai commencé le truc, je m'attendais à un énorme nanar très mauvais et tout ça. J'ai vu finalement que ça se prenait un peu au sérieux. Je fais bon, on va y voir où ça mène. Et c'était vraiment pas bien, mais c'était pas suffisamment mauvais pour me faire passer un moment où je me dis, je me marre du truc en fait. À part justement quand tout à coup il y a les vieux à Walp là qui sont en train de courir et qu'on s'est dit mais on en est devant quoi. Mais franchement, quoi, enfin, c'est ça le problème, c'est que c'était pas assez réjouissant et donc moi je l'ai vu juste après Yassa parce qu'Yassa nous a, enfin, c'est limite, enfin, Yassa l'a regardé quasiment après la proposition du film, à fond la caisse, et elle m'a envoyé des messages en non mais c'est affreux, mais tu vois, il y a une phrase géniale et tout, et puis même la phrase en question je l'ai trouvé nulle. Donc moi je croyais que c'était le truc de la fessée, mais c'était même pas ça. Enfin, je sais pas, c'était très affligeant et le problème c'est qu'au moment où ça commence à se réveiller et où je peux potentiellement me marrer et trouver ça vraiment, réjouissant parce que c'est drôle, j'étais à moitié dans les vapes, quoi. C'était, c'est soporifique, quoi. Puis le film me propose vraiment pas grand chose, donc j'ai vraiment été assez affligé. Puis bon, après il y a quand même tout le passage où ça fait l'apologie de l'esclavagisme que j'ai trouvé génial, hein. Mais c'est vrai que ça débarque de nulle part et j'aurais aimé voir un film là-dessus, moi, en fait. Ah ben ça rapporte plus que les rennes, ça c'est sûr. Qui est dans le même état que Thierry, Hera peut-être? Bah non. Ah. Bah non, pas plus que ça. Je suis plus dans le même. Je suis plus côté Éléonore. Oh. Et côté Jess, parce que je n'ai pas trouvé ça si naze. J'ai été charmée par les paysages. Pareil, j'ai envie de me téléporter en Finlande aussi. J'adore la langue aussi, je la trouve belle. Donc moi, quand j'entends des belles langues, généralement à l'écran, ça peut m'entraîner en fait. Ça peut faire gagner des points juste parce que j'entends des sonorités qui me plaisent. Et j'aime bien cette idée de revisite, effectivement, du Père Noël un peu démoniaque et qu'on vienne enfin dire
le Père Noël, c'est pas le Père Noël Coca-Cola, c'est du bullshit. Merci, parce que un de mes rêves, c'est d'aller devant différentes écoles maternelles et de crier que le Père Noël n'existe pas. Parce que c'est vraiment un conte qui m'agace, en fait. C'est pour ça qu'on t'a envoyé à Budapest, il parle pas français. Du coup, c'est ça, en fait, alors, à leurs yeux, c'est juste, il y a la vieille folle qui vient et qui crie en français devant l'école, mais on comprend pas. Je l'ai devant l'école française. Non, mais c'est juste que c'est quelque chose que je déplore beaucoup, cette croyance du Père Noël et tout le marketing autour de Noël, etc. Donc, qu'il y ait des gens qui viennent créer l'antagonisme de ça me plaît vachement, en fait. Et j'ai trouvé que les illustrations, il y a beaucoup de choses à redire sur la mise en scène, beaucoup de choses à redire sur le scénario, beaucoup de choses à redire sur tout, mais j'ai trouvé des détails jolis. Et ça a fait que j'ai pas passé un moment si terrible que ça. Bon, j'étais pas non plus focus sur le film comme si j'étais en train de découvrir un chef-d'œuvre, clairement. J'ai pas mal décroché, mais j'ai pas passé non plus un moment qui était mauvais, vraiment. Et j'ai trouvé que les illustrations du Père Noël étaient plutôt belles, et il y avait plein de choses qui étaient marrantes parce que ça se prenait pas du tout au sérieux, et du coup ça passait. Mais on voit que c'est un film un peu seconde zone, et du coup ça va. Parce que je m'attendais pas à quelque chose de grandiose. Et en parlant de scénario, je vais vite fait revenir sur un truc qui m'a vraiment fait mourir de rire. C'est le rapport entre le gamin et son pote. C'est soit à un moment donné c'est son meilleur ami, soit à un moment donné c'est un peu le bully, le mec qui arrête pas de le prendre au visage en mode si tu fais ça je te casse la gueule. Et c'est un gamin de 7 ans qui fume en plus, quoi. En plus, oui. Ou encore l'écriture de 24, personnage, je crois. Ou encore le 24 sur la grande porte, ça me faisait rire, genre des trucs à péter. Je sais même pas d'où ça sortait, ça j'ai rien compris à la mythologie du truc. Parce que c'est du calendrier de l'Avent. C'est ça. J'ai rien compris. Et puis un coup il faut pas jurer. Et donc à un moment il y a un mec qui dit un gros mot et tous ses potes se font défoncer, il y a les casques qui roulent et tout ça, je trouvais ça sympa comme effet. Je trouvais que et voilà, et après les mecs qui sont là, ils sont devant le Père Noël, ils jurent, mais alors ils balancent des trucs et il leur arrive rien, enfin devant un barbu ou un Père Noël. Ah merde, je crois que j'ai spoilé. Du coup, je comprends absolument rien à comment ça marche leur truc. Je crois que c'est pas très grave. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà, on parle de l'écriture. Ah non, c'est pas fait pour être construit. Ça se trouve, il y a des interviews où le mec dit le contraire et qu'il a une cohérence. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est comme le coup de Besson qui a traduit, non, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est comme le coup du personnage qui sait forcément conduire un hélicoptère, les clés et tout, on sait pas comment ça a apparu, mais c'est trop drôle. Le mec, il prend l'hélico, il le commande. La phrase préférée de Yassa, il faut qu'elle nous la dise. Ouais, Yassa. Alors je ne reviendrai pas. Ah oui, elle est extraordinaire. J'ai noté aussi, en plus. J'ai noté, c'est trop drôle. Non mais ouais, il y a ça, oui. J'ai vraiment essayé d'apprécier ce film, mais au bout d'un moment, j'ai laissé tomber parce que je me suis ennuyée. Je veux dire, même ce qui était censé être drôle ne l'était pas, et quand ça se voulait sérieux, je me marrais, mais comme pas possible. C'était juste les dialogues sont pas foufou. J'ai été très déstabilisée parce que j'ai regardé la version Amazon, donc français obligatoire, et j'étais très déstabilisée par ce switch de l'anglais au français. Enfin, il y a certains personnages qui parlaient anglais, d'autres ils parlaient français, mais je comprenais pas quelle était la logique là-dedans. Donc dès le départ déjà j'étais un petit peu perturbée, et du coup juste parce qu'en fait t'as des personnages qui parlaient réellement anglais dans le film en fait. Ouais. Il y a une histoire c'est les scientifiques qui viennent et qui du coup parlent anglais entre eux parce que c'est une langue commune, alors que quand les autres parlaient français, ils parlaient finnois dans la version originale. Oui, non, mais bien sûr, mais je comprends, mais dans le canon. Je crois pas que ça soit super important comme la cohérence des personnages et des règles. C'est un petit peu quand même déroutant. Enfin, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que, il y a ça, du coup, me l'avait dit, mais en fait, moi, quand j'avais lancé le film, au début, j'avais pas capté que c'était une VF. Donc, je pensais que le film était pas en VO, du coup, pas en finnois, mais je me suis dit, le film est en anglais. Et donc, justement, quand il y a les gamins qui se mettent à parler français en plein milieu, je fais, putain, c'est bizarre. Donc, je pense que c'est ça, il y a ça qui t'est arrivé, du coup. Mais non, mais en fait, dans les canons du doublage français, en fait, quand t'as des personnages qui parlent des langues différentes, on va avoir un accent, soit on n'aura pas d'accent du tout et ça passe complètement à la trappe, cette différence. Et du coup là, le fait d'avoir français et anglais, en fait, ça m'a complètement perturbée. Mais bon, bref, c'est qu'un détail ça.
Et en fait, l'idée de départ est bonne d'avoir un Père Noël comme ça, un petit peu méchant, une histoire alternative de ce qu'on nous sert d'habitude. Mais ça n'a absolument pas pris, quoi. Je veux dire, et attendez, on parlait de consumérisme dans la course aux jouets, mais vous avez regardé la fin quand même, les gars. Excusez-moi. Je veux dire. C'est ce que disait Thierry. C'est ce que disait Thierry. Enfin. L'apologie de l'esclavagisme. Je veux pas spoiler justement pour ceux qui voudraient le voir, mais je veux dire la fin quand même. Voilà, je veux dire tout ce qu'on s'est tapé là pendant le film. Oui, le commerce local, etc. Enfin tout explose à la fin, quoi. Du coup, dans les valeurs de Noël, le pognon, quoi. Oui. Non, mais il y a peut-être une critique aussi de ça là pour le coup où ils sont clairement en train de dire bah voilà, vous voulez qu'on respecte l'esprit de Noël, bah voilà ce que c'est. Oui, mais enfin moi je l'ai pas senti comme ça, hein. Franchement je l'ai pas du tout trop absurde pour que ce soit pas une critique, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça après. Surtout quand tu vois qu'à la base ils galèrent à vendre leur reine et que leur seul commerce c'est ça, enfin je pense que c'est assez clair pour le coup. Ouais. Enfin je pense que j'étais tellement déconnectée du film en fait que j'ai même pas pris la peine de réellement lui donner le crédit qu'il mérite sur certains points. Celui qui est tellement déconnecté qu'il ne s'est pas mouillé sur ce film. Il prend une énorme respiration depuis tout à l'heure pour exploser là. Ellie, tu es avec nous? Ah désolé, je suis en train d'essayer de dire les qualités du film. Et du coup, j'en ai pas trouvé. Non, mais c'était sympa de voir les partenaires de belote de VGE en train de déambuler sur la neige. Là, c'était passionnant, franchement. Une bonne partie de rigolade, quoi. Nous sommes désolés pour cette blague de mauvais coup. L'émission a été enregistrée avant l'annonce de la mort du président Giscard d'Estaing. Évidemment, Ellie a été sévèrement châtiée. Mais pour la semaine prochaine, on lui a quand même demandé de faire une blague sur Weinstein, des fois que, on sait jamais. Bonne continuation. Non, mais enfin, ouais, je sais pas. Je me suis fait chier comme un rat mort et je sais que je suis difficile à ennuyer, mais en fait, le mec est aussi passionnant quand il parle d'économie qu'Adam McKay quand il essaie de faire des films. Donc c'est pas facile déjà. Et surtout, non mais, enfin, je voulais rire, hein. J'ai essayé de rire. Même, je me suis forcé devant le film à un moment. Genre, il y avait pas de blague et je me suis dit, c'est peut-être qu'en rigolant moi-même tout seul, le film va devenir passionnant. Et en fait, j'avais juste l'air con tout seul à 2h du matin dans mon salon, du coup j'ai arrêté. Et non, mais en fait, je vois l'idée, et je trouve le concept intéressant de base, hein, la relecture de Papa Noël en mode démoniaque qui met des fessées aux gosses. Limite, on aurait pu partir sur un délire BDSM assez sympathique. Hein. Mais en fait, bah, comme dit Assa, je trouve que ça prend pas parce que bah, déjà pendant 1 heure, il se passe rien. Et au moment où il pourrait commencer à se passer des trucs, bah, soit il y a des jumpscares pour couper les scènes, soit bah il y a la fin qui bah j'en avais déjà plus rien à foutre en fait et il y a le gamin qui se prend pour Jésus qui veut se suicider d'un coup. Non mais alors ça c'est fabuleux et la mise en scène est d'une vulgarité à ce moment-là mais c'est pire qu'une meuf qui fait de la télé-réalité quoi. Enfin le ralenti, le gamin qui ouvre la bouche, la musique bien pompeuse et tout, mais oh mon dieu, mais j'aurais préféré avaler du cyanure sans déconner. Et voilà, bon, encore une fois, comme pour la course au jeu, l'avantage c'est que ça dure 1h20 quoi. Et merci la vie de nous faire endurer des choses aussi difficiles aussi peu longtemps. Parce que sinon, excuse-moi, mais je m'appelle pas la vie. Hein. Non, mais vraiment, c'était. En fait, c'était même pas éprouvant en soi, je suis même pas énervé contre le film, c'est juste que je trouve ça dommage car ça m'a pas. Enfin, je trouve qu'en fait le film bande aussi peu que les personnages antagonistes en fait. Pour vous dire à peu près le niveau. C'est vraiment l'encéphalogramme plat absolu, c'est digne de l'EHPAD dont parlait Thierry, et c'est d'une tristesse parce que c'est pas assez mauvais pour que je me foute de la gueule du film, parce que bah, la photo est plutôt travaillée, les acteurs sont pas trop mauvais, ça va, la mise en scène est pas catastrophique, elle est juste, bah là, à la fin elle part en couille, mais globalement c'est simple, quoi, il y a pas de... Enfin c'est pas The Room de Tommy Wiseau, hein, clairement pas. Mais du coup, bah, cette espèce de juste trop bien travaillé empêche de s'amuser complètement devant le film et de prendre ce délire absurde bah, à 100% et d'embrasser la folie de Noël et de vouloir taper sur des vieillards parce que c'est rigolo de taper sur les vieux. C'est un bon délire. Hein. Ça nous rappelle le Covid. Hein. Avec le Covid, ils sont enfermés dans les EHPAD, on peut pas aller les voir pour les taper, donc on fait comme on peut. Bien, je crois qu'on l'a bien décoré, on l'a bien enguirlandé,
ce film. Oh. C'était pas fait exprès, j'aurais dû écrire avant, désolé. Bon, je pense qu'on a bien respecté l'esprit de Noël ce soir, hein, puisque on a bien vu, on a eu des films mal joués, hein, avec Schwarzenegger, on a vu que la famille c'était plus important que les cadeaux, mais que les cadeaux c'était quand même important, hein, avec la course aux jouets toujours. On a retrouvé les vraies valeurs avec Tokyo Godfathers, on a sauvé Noël, enfin un enfant a sauvé Noël avec Père Noël Origine, on a quasiment tout balayé dans les clichés de Noël, on a quand même esquivé les histoires d'amour et on a esquivé aussi les chansons de Noël, ça c'est quand même pas mal, je trouve que on s'en sort bien ce soir, mais une soirée de Noël réussie à claque, c'est l'échange des cadeaux, c'est l'échange des recos. Et si, entre nous, c'est l'heure des recos. Il y a un jouet que tout le monde doit avoir. Je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent et avec le pack réacteur double T et le boomerang qui tue. Le recevoir, c'est le rêve de tous les enfants. Non, on a compris, Jimmy, c'est bon. Tu nous l'as déjà recommandé, le Turboman. J'espère que vous serez plus original que le petit Jimmy dans vos recos. Tout le monde est mort. Oh non, Dieu. Oui. Turboman a tué tout le monde. Turboman tue tout le monde, c'est l'heure des recos, donc chacun fait une petite reco sur un film. Alors, de Noël c'est peut-être mieux, mais bon, c'est pas forcément, ça peut être un film d'actu, pas forcément un film, ça peut être un bouquin, une BD, n'importe quoi. Éléonore. Oui, moi je vais faire une petite reco. Je suis en train de regarder une série super en ce moment. Je l'ai pas encore terminée, mais c'est pas grave, c'est ma reco quand même. C'est donc la série Trémé, une série HBO de 2010 qui revient sur un quartier, donc le quartier Trémé de la Nouvelle-Orléans, juste après Katrina. Et c'est très bien fait. Donc c'est par les créateurs David Simon et Eric Overmyer, qui ont aussi travaillé sur The Wire, donc deux bons créateurs de séries télé. Et c'est vraiment un régal à regarder, surtout pour déjà deux choses, ces personnages. Les personnages sont très bien écrits, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des personnes qu'on pourrait croiser dans la rue, c'est un plaisir. Et deuxième chose, pour la musique, ils se permettent le plaisir d'avoir des séances musicales de pratiquement 5 minutes à chaque épisode, et c'est tellement bon. Donc c'est un régal. C'est très jazz, non, je crois, la BO, non? Oui, totalement. Nouvelle-Orléans. En fait, initialement, moi, on me l'avait vendu vite fait comme une série qui parlait de jazz, donc c'est pour ça que ça m'étonne que ça parle de ça, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. En fait, le plot de base, c'est Katrina, parce que du coup, ça permet de voir comment un quartier arrive à se reconstruire après une catastrophe, et aussi, du coup, toutes les implications politiques que ça implique. Les implications que ça implique. Bravo. Voilà. Et notamment, si quand même dans le cast, on retrouve John Goodman, et c'est toujours un plaisir à regarder. Oui. On aime John Goodman. C'est notre Père Noël à tous. Yassa. Alors laisse-moi deviner, tu vas nous parler de Doctor Who spécial Noël, mais lequel? Eh ben non. Oh, Non, je vais vous parler de Tolkien. Chouette. Ah ben oui, d'accord, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Je vais vous parler de Lettres du Père Noël, du coup, qui est un ouvrage, un recueil en fait des lettres que les enfants de Tolkien écrivaient au Père Noël, et donc le papa Tolkien, J.R.R. Tolkien, leur répondait et illustrait également ces lettres. Donc c'est écrit en main un petit peu, un petit peu tremblotante par le froid, etc. Et puis ça raconte les aventures du Père Noël et de ses compagnons. Et c'est un excellent livre pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Voilà. J'imaginais la lettre. Cher Papa Noël, je veux un Turboman en mitril. C'était entre 1920 et 1940 ou quelque chose. Enfin, ça a duré 20 ans pour les 4 enfants de Tolkien, donc voilà. Merci. C'est pas la même époque. Hera. Alors, moi, je vais vous parler de l'épisode de Doctor Who spécial Noël, du coup. Chouette. Non, c'est une Merci blague. parce que j'hésitais. Non. Non, c'est une blague. Anne est né chez Yassa et puis il est mort aussi. Ah, mais l'ascenseur émotionnel, quoi. Bon, alors, on peut le dire pour les auditeurs, Yassa voulait qu'on parle de la fiancée du docteur, c'est ça? Non. Alors, les maris de Riversong. Le mari de Riversong, pardon. Ah, il est trop bien. Alors, désolé, mais celui-là est vraiment très bien quand même. Voilà. Donc, En plus, c'est vrai, pour le coup. Hera, à toi. Ouais. Alors, moi, je vais vous recommander une série que j'avais déjà recommandée dans un épisode de Claque à une époque où on pouvait encore se voir entre humains. Et c'est la série His Dark Materials,
qui vient de la trilogie du même nom de Philip Pullman, donc un auteur anglais, et qui parle donc de basiquement de la théorie des cordes, mais appliquée à des univers fantastiques dans lesquels évoluent des créatures et des êtres humains qui vont se mettre à voyager entre les mondes. Et là, la saison 2 vient de sortir. Donc pour ceux qui n'ont jamais lu les livres enfants, qui n'ont pas entendu parler de la saison 1, qui ont vu le film raté, La Boussole d'Or, à la croisée des mondes, mais qui aiment cet univers, cette série est vraiment, vraiment très, très, très bien foutue. Le début, les décors là déjà de la saison 1 étaient fous, mais les décors de la saison 2 c'est du studio, mais c'est complètement ahurissant, les effets, beaucoup de choses, et pourtant ça vient d'une personne qui n'aime pas spécialement le fantastique. C'est pas trop mon genre à la base, mais ça c'est vraiment, vraiment beau. Donc foncez. Waouh. Et puis même les bouquins, ils sont tellement bien, même si on n'est plus gamin, ça passe crème en tant qu'adulte. Alors aussi, par contre, si vous voulez lire les bouquins, c'est surtout quand il y a cette double lecture entre enfant et adulte. Moi maintenant, quand je regarde la série, je me prends des épiphanies toutes les 2 secondes parce que je me dis mais oui, effectivement, ça parle de ça. D'accord, j'avais pas compris quand je l'ai lu à 9-10 ans. Et donc les bouquins sont hyper quali et la série les retranscrit extrêmement bien. Il y a beaucoup de choses dedans en fait. Il y a beaucoup d'éléments dedans et c'est très intéressant même à étudier. Merci. Ellie. Oui, que recommander? Il y a beaucoup trop de choses intéressantes à recommander pour Noël. Ouais, mais une seule, je suis désolé. Je sais. Et du coup, mon choix va se porter sur un peu de bonne humeur. Enfin, je vais conseiller 8 femmes de François Ozon. Oh oui. Car j'aime beaucoup François Ozon et que le monsieur a quand même fait une comédie musicale en mode Cluedo avec la fine fleur des actrices françaises. Et quand tu arrives à réunir Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier dans le même film, généralement ça donne quelque chose de très très fort. Et là il fait ça en revisitant des classiques de la chanson française, enfin de la variété française, pour notre plus grand plaisir. Et voilà, c'est du bonheur, c'est vraiment une intraveineuse de bons sentiments pendant 2 heures et on en sort ravi. Et c'est un de ses meilleurs films en plus à François Ozon, donc voilà, que du bon. Merci. Marwan? Alors, moi, je n'ai pas de reco. Là, ça fait gagner du temps, mais en même temps, Comme j'ai ça ira vite. Très bien. Thierry? Alors, oui, et en plus, j'ai même une reco dans le thème. Je sais que t'es content parce que je fais jamais de reco dans le thème. Oui. Et alors quand les gens écouteront dans 6 mois ou dans 2 ans et qu'ils chercheront une émission de Noël. Oh non, mais t'inquiète pas, ils vont être ravis. Hein. Ils vont être ravis parce que bon, on a quand même pu constater que j'étais un grand fan, à l'instar de ma très chère Jessica, un grand fan de Noël. Tu vois que j'ai adoré tous les films. Moi, dès l'instant qu'il y a des cadeaux, de l'amour et du sapin. Ça et va troller dans 5, 4, 3. Continue ton compte à rebours, continue. Vas-y Thierry. Le Star Wars Holiday Special, le premier, l'originel, celui de 78. Voilà, pas le nouveau, parce qu'il y en a un nouveau là, en Lego qui est sorti sur Disney+, et qui paraît-il est aussi affligeant, donc faudra que je le voie. Est-ce qu'il est aussi... Voilà. Alors le Star Wars Holiday Special, je pense que toute l'équipe l'a suivi, parce que depuis que je l'ai vu, j'en parle beaucoup. Je vous ai même envoyé des compilations de Wookiees qui gueulent pendant 5 minutes. Voilà. Alors c'est l'histoire, c'est sorti en 78, voilà, il faut le savoir, sorti en 78, quand Star Wars a un énorme succès, on s'est dit, tiens, on commence déjà à faire des produits dérivés alors qu'on n'a même pas fini la trilogie originale. Qu'est-ce qui se passe? Carrie Fisher a déjà été abusée par George Lucas, alors elle picole comme pas possible, prendre la cam comme pas deux, donc elle est complètement défoncée. Mark Hamill a un accident, du coup il peut plus bouger le visage, mais on va quand même lui demander de jouer parce qu'il faut ramener tout le casting. Mais vu qu'on n'a pas tout le casting, que c'est un petit peu compliqué, on va essayer de raconter une histoire annexe. Alors qu'est-ce qu'on raconte? On raconte l'histoire de Chewbacca et Han Solo qui sont partis dans l'espace. Mais on va pas nous le montrer parce que ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a sa femme qui l'attend au foyer avec son enfant et le grand-père. Donc pendant 20 minutes, avant que Luke apparaisse juste pour faire coucou à la caméra, vraiment en mode coucou, c'est Noël, au revoir. C'est 20 minutes de Wookiees qui gueulent, sans sous-titres, sans rien. Ils vivent leur vie et ils gueulent. Voilà, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Et ils ont évidemment des doublages magnifiques, enfin des voix magnifiques. Hein. C'est pas la belle voix de Chewbacca qu'on entend de temps en temps grogner comme un Yeti là. Non, hein, le gamin fait de l'avion pendant 30 minutes. La mère fait des recettes de cuisine en regardant un truc et elle bugle sur son écran parce qu'elle ne comprend pas la recette qu'elle est censée faire. Il y a le pauvre gamin qui n'arrivait pas, le gosse Wookiee qui n'arrive pas à voir au-delà de son costume, et quand il y a un vendeur qui vient et lui tâte les couilles en plein milieu du tournage et le mec gueule que ça s'arrête et ils ont gardé la prise.
Voilà. Et Carrie Fisher débarque, elle est complètement défoncée, elle chante une chanson, du coup ils l'ont coupée du montage, mais il y a une version maintenant qui est disponible sur YouTube où elle la chante. C'est de la torture pendant 1h30, vraiment. Ils sont partis, il y a des chanteuses de variété, c'est des chanteuses de soul qui débarquent et qui font des espèces de trips psychédéliques parce que le grand-père utilise une machine pour se masturber où il voit des chanteuses qui lui chantent des trucs qu'elle aime, qu'elles sont amoureuses et on le voit se palucher. L'esprit de Noël version Noël. Star Wars, c'est hallucinant, quoi. Et c'était un truc vraiment prévu pour les fêtes, quoi. Et George Lucas a évidemment essayé de récupérer toutes les copies pour les brûler. Mais bon, on sait très évidemment comment ça se passe, même quand on n'est pas à l'ère d'internet, quand on a envie de faire survivre un truc, on y arrive. Mais franchement, moi on m'avait mis au défi de le regarder en entier, j'ai quand même passé un moment fantastique parce que j'étais vraiment en PLS en train de rouler par terre sur mon tapis, mais matez ce truc, quoi. En fait c'est hallucinant de se dire qu'ils ont réussi à filmer un truc pareil et qu'ils ont réussi à le diffuser à la télé en se disant ça a passé. Ça passe. Chouette. Il nous reste 30 secondes pour continuer les recos. Alors, j'ai encore 8 films à conseiller. Alors, ça va. Jessica, t'as envie de recommander un petit truc ou pas, finalement? Ouais, alors moi, ce serait juste un livre que je suis en train de finir qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Et donc, c'est une quinzaine d'actrices noires françaises qui parlent de leur expérience assez désastreuse en termes de casting, etc., et de vision de femmes noires au cinéma. Et c'est un peu d'actu parce qu'il y a une des intervenantes qui était avec ADNL sur Mediapart, justement. Alors, elles n'ont pas parlé de ça, hein, mais j'y pensais pour ça, quoi. Et voilà, donc comme c'est des actrices qu'on voit peu et qu'on entend encore moins, c'est toujours intéressant à lire, quoi. Oui, c'est vrai qu'on leur propose souvent des rôles de banlieusards ou de dealers ou de ce genre de trucs, de prostituées, ce genre de trucs. Et puis même ou d'esclaves ou ce genre de trucs, dans les trucs en histoire. Bon, bref. Alors moi, je vais aller très très vite. Une multi-reco, on a parlé de Satoshi Kon, donc en gros, je recommande toute sa filmo. Voilà. Voilà, donc j'ai eu le temps, ça y est, de voir Paprika depuis la dernière fois, puisqu'il est dans ma pile de DVD à voir. C'est formidable, c'est génial. Je vous recommande aussi Perfect Blue, évidemment. Paprika, en quoi c'est merveilleux? Parce que bon, c'est celui que j'ai entre les mains. Voilà. C'est dans un futur proche où on a une machine qui permet de se balader dans les rêves. Tiens, ça ressemble à Inception, sauf qu'on est 4 ans avant. Et voilà. Et donc c'est encore mieux, c'est fascinant, c'est génial. Justement là, on part plus dans un délire, dans un voyage onirique. Là, Satoshi Kon se fait vraiment plaisir avec l'animation, c'est incroyable. C'est un vrai régal. Donc voilà, donc toute sa filmo, et celui-là aussi en particulier. Donc si vous voyez marqué Satoshi Kon sur le film, vous pouvez y aller. Voilà. Bien. On a fait la phase promo des recos, c'est la phase promo de l'invité aussi. Jessica, où peut-on te retrouver après l'émission? Alors, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon blog, bonjour.fr, tout simplement. Tout simplement. Qui est super. Je confirme. Juste avant de se quitter, on va découvrir ensemble le thème de la prochaine émission. Normalement, si tout va bien, on touche du bois. Je touche du bois là actuellement, la dernière émission confinée avant la fin de l'année. Thierry, maître des boules. Alors, de toute façon, c'était ça, ou vu que je suis chauve, j'aurais pu être la boule de Fort Boyard aussi, histoire de donner un grand hommage à cet homme. Qui choisit le thème cette semaine? Attends, plouf, c'est toi l'andouille. Marwan. Ah, voilà. Alors, Marwan, on se tourne vers toi. Quel sera le thème de la semaine prochaine? Alors, les chiens qui pètent. De la semaine... Donc, je vais créer un peu de suspense, c'est terrible. Donc, le thème de la semaine prochaine sera la drogue et le cinéma. Oh. Alors, tu veux dire de la drogue devant la caméra, derrière la caméra, dans les... En fait, non, vous aurez le choix, c'est que soit... les producteurs, comment ça se passe? C'est ça, en fait, c'est derrière la caméra, c'est tous les films. Meet the People. C'est pas un synonyme de cinéma, drogue? Oh, aussi, ouais. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment que vous choisissez soit genre un film qui a vraiment genre le sujet et la drogue, ou le film fait un effet un peu de montée, enfin un truc comme ça, un peu comme les films de Noé, tu vois, vous voyez un peu comme le délire. Ton micro actuellement. Ah, vous êtes prêts à voir Enter the Void alors, ça y est. Exactement. Par exemple, mais c'est un peu l'idée. On va régaler tout le monde. Ah, c'est clair. Ou un film où il faut prendre la drogue pour le voir, quoi. Meet the Feebles. Alors Jessica, tu regrettes de pas être venue la semaine prochaine finalement? Dude, where is my car? Non, mais du coup, comme ça, j'ai pu voir Père Noël Origine, donc c'est parfait. Ah oui, rien que pour ça. C'était l'occasion.
Très bien. Ah, donc on reste dans la poudreuse après la neige de Noël. Excellent. Elle était facile. Ah, elle était bien. Ah, j'aime bien. Cela dit, si vous voyez des Pères Noël et des reines sur le toit, peut-être que vous êtes en lien avec le thème de la semaine prochaine, donc la drogue. Merci chers amis, merci chère invitée Jessica de Bon Chic Bon Genre. Merci à vous pour l'invitation, c'était très sympa. Merci également chers amis Elie, Hera, Éléonore, Marwan, Yassa et Thierry. Oui. Merci. Merci. C'était Certains l'aiment à chaud. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la drogue. Mais en attendant, on se retrouve dès demain dans votre application de podcast favorite pour une nouvelle pastille du calendrier de l'Avent. Et oui, ça continue pendant tout le mois de décembre, enfin jusqu'à Noël, c'est un calendrier de l'Avent. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, avec le petit jeu pour découvrir les films dont nous parlerons le week-end prochain. Vous pouvez également nous faire un petit cadeau et nous noter sur votre application de podcast préférée, mettre des étoiles de Noël, 5 étoiles de Noël évidemment sur l'application avec un petit commentaire. Vous pouvez aussi nous retrouver, on a ouvert, ça y est, si tout va bien, là normalement ça devrait s'ouvrir dans la semaine, il y a une boutique de goodies dont on vous parlera peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, vous pourrez acheter un mug Certains l'aiment à chaud, voilà, ou une gourde ou un t-shirt. Vous pouvez racheter des pieds de table aussi Certains l'aiment à chaud, mais bon ça moi je l'ai fait tout seul en fait et je peux en envoyer que 3. C'est ça. Parce que bon, l'amitié c'est sympa, mais le consumérisme c'est quand même mieux. C'est l'épisode de Noël qui nous a convaincus de le faire. Je veux un Turboman Certains l'aiment à chaud. Et il est rouge en plus, il est dans les couleurs de l'émission. C'est pas mal, hein. Je vais voir ce qu'on peut faire. Bref. À samedi prochain, enfin à demain même. À demain en comité réduit et à samedi prochain avec toute la grande famille. Bisous. Bisous. Bisous.